Membre de l'Alliance Rebelle. Parlons Star Wars. Non, calma sur l'enthousiasme. On est quand même sur une série adulte, s'il te plaît. Il se passe quand même des choses graves dans cette série. Je crois que vous l'avez tous compris. C'est la surexcitation. Oui, effectivement. Donc oui, on va débriefer un petit peu toute la série et cette saison 2 dans la joie et la bonne humeur, certes, mais il y a quand même des événements très graves qui se passent. Donc s'il te plaît, un petit peu de solennité, un petit peu de... Non, donc les amis, je suis très content, bien entendu, d'avoir Elliot avec nous. Donc Elliot, c'est mon petit frère. On a démarré Parlons Star Wars ensemble. Il a voulu, monsieur, bifurquer, puis partir un petit peu explorer la galaxie, donc il est beaucoup moins présent. Il le sera peut-être de moins en moins, de ce que j'ai compris. Donc ce sera peut-être son dernier avis ultime. Donc profitez de lui et criez-lui votre amour en commentaire si jamais vous l'aimez bien. Les amis, voilà, on y est, ça y est. Andor saison 2, c'est fini, mais Andor, la série au global, c'est terminé. J'ai envie de dire qu'on est passé par toutes les émotions. Clairement. Les larmes, le rire, les larmes. Et encore les larmes. Voilà, on peut quand même le dire. Voilà, ça a été ça quand même, cette série, on va pas se mentir. Mais beaucoup de joie de retrouver du grand Star Wars. Donc bien entendu, on va parler d'absolument tout. On va d'abord faire une longue page sur ce dernier arc, 10, 11, 12. Et puis après... on passera aux différents arcs, on retracera un petit peu les moments forts de la série, de cette saison 2, j'entends. On reviendra ensemble sur les personnages, on verra un petit peu leur arc, si ça nous a plu, ce qu'on aurait peut-être pu voir peut-être de mieux, ou tout simplement si on a été ébahi par tout ce qui nous a été raconté, voilà exactement. On vous donnera aussi notre avis global, bien entendu, sur cette saison 2 et puis plus généralement sur la série Andor. Et on finira avec la fameuse échelle du Jar Jar pour vous donner notre note ultime sur cette saison 2. La dernière d'Andor, exactement. Donc les amis, n'hésitez pas surtout, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné ou que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous, c'est très important, ça me donne beaucoup de soutien, ça nous donne beaucoup de soutien. Et puis likez la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça permet à ce que la vidéo soit diffusée un petit peu plus largement. Et comme on est une petite communauté très soudée, j'ai vu dans les commentaires, vraiment, vous me parlez beaucoup, c'est super. Mais une petite communauté encore, donc ça m'aide beaucoup si vous likez la vidéo et ça permet de la diffuser plus largement. On n'attend pas plus longtemps et notre avis ultime sur Andor saison 2, c'est parti. On démarre en revenant bien entendu sur ces épisodes 10, 11 et 12, ce dernier arc. Moi, le premier point que j'ai envie de soulever quand même sur cet arc, c'est donc la relation entre Kleya et Luthen qui va être explorée dans cet épisode 10. On va vraiment prendre le temps d'apprendre à les connaître véritablement au final, d'avoir un petit peu le passé et le background de ces personnages-là. Bon bah toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Est-ce que t'as apprécié? T'es rentré dans cette histoire? Ouais, j'ai adoré parce que je l'attendais en fait. Et je pense que je suis pas le seul. Quand on voit cette relation au tout début d'Andor, je pense même à la saison 1, mais entre Kleya et Luthen, tu te dis mais il y a un peu tout qui les oppose. Ouais, c'est vrai. Bon, ils sont pas du même sexe, ils ont pas le même âge. Tu te dis, ils viennent peut-être pas de la même planète, tu connais pas le passé, mais... Et même leur personnalité est assez différente. Ouais, est assez différente également, et j'avoue que je voulais savoir quand même un petit peu l'histoire, et je me doutais, bien sûr, un petit peu que Luthen avait ce rôle de père adoptif, donc l'histoire, là, quand on l'apprend dans l'épisode 10, qu'il est allé, voilà, la secourir, qu'elle était cachée, etc., je suis pas totalement surpris par l'histoire et cette connexion finalement entre les deux, mais je suis content qu'il l'ait matérialisé, qu'il nous l'ait montré, parce que ouais, il y aurait peut-être eu ce petit sentiment, ce goût amer de se dire, en plus, vu le destin des deux personnages et notamment de Luthen, ça aurait été dommage de pas savoir exactement... Ouais, de pas creuser un petit peu l'origine, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en fait, Luthen, c'est l'espion parfait, ou c'est le rebelle plus ou moins parfait, ou le rebelle de la première heure, quoi. Ouais. C'est vraiment le résistant de 1940, quoi. Tu sens qu'il est à la base de tout et il fallait nous montrer l'avant pour comprendre le cheminement. Tu vois, ça peut pas être quelqu'un qui est rentré dans la résistance ou dans la rébellion en voyant les agissements et les méfaits de l'Empire. Ça, il y en a beaucoup qui vont arriver comme ça au fur et à mesure de la rébellion et du règne de l'Empire. Mais lui, en fait, il a vu à la genèse
l'aspect maléfique de l'Empire. Ça a basculé progressivement. Oui, et puis surtout le côté massacre. On entend effectivement des massacres derrière et tout de suite il est déjà torturé un peu par son esprit et il dit non, voilà, je veux que ça cesse, je veux pas participer à cela, quoi. C'est ça. Alors que tu sens en plus que c'est un gradé, tu vois qu'il y a des responsabilités, ils sont sous ses ordres, les soldats qu'on voit. Ouais, tout à fait. Alors je crois que c'est sergent, hein, son grade. Je crois que c'est ça. Il me semble qu'il est sergent. Je l'ai pas noté. Je tiens à noter la très belle coupe à la Tintin qu'ils lui ont fait. J'ai adoré. D'ailleurs, ils l'ont de-agé, enfin tu sais, ils l'ont rajeuni un peu. Parce que on se doute que ça se passe au moins 10 voire 15 ans avant les épisodes d'Andorre, j'imagine, vu l'âge de Cléa. Donc c'était pas évident quand même parce qu'il a des rides un peu, carrément. Donc c'est normal. Mais effectivement, de voir ça et de comprendre ses motivations, le déclic qu'il a eu arrive en même temps que sa rencontre avec Cléa, donc forcément tout prend sens, j'ai envie de dire, sur leur relation. C'était trop pour lui là. Je pense que il y a eu trop d'émotions en un seul coup. Et c'est là où il s'est dit, je pense, il faut que je peux pas continuer comme ça, je peux pas mener cette vie-là. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est que du coup, on doit être dans la période, tu sais, qu'on avait vu dans Solo et ces batailles du début de l'Empire, quand on voit Solo s'engager dans l'armée et dans l'infanterie, et qu'on le voit participer à une bataille, et c'est là qu'il rencontre Chewbacca d'ailleurs. Et effectivement, j'ai trouvé ça bien parce qu'on sent qu'on est dans la même période, tu sais, on doit être entre 10 et 15 avant la bataille de Yavin, ou tu vois, à peu près, à mon avis, on doit être dans ces eaux-là. Tout à fait. Et donc ça doit être le début de l'Empire, et donc les différentes batailles ou guerres que doit mener l'Empire pour asseoir l'autorité sûrement de Palpatine, qui doit découler, justement, peut-être il y a eu des mouvements un peu séditieux au tout début, où l'Empire a été proclamé sur certaines planètes. Il y a dû avoir, voilà, et j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, de mêler aussi la grande histoire parce qu'on aurait pu... La backstory classique aurait été comme, effectivement, que l'Empire ait massacré sa femme, ses enfants, etc. Au final, de le voir du côté de l'Empire, il comprend encore plus, en fait, si tu veux, la façon de, enfin, les motivations pour les combattre, parce qu'il les connaît de l'intérieur, quoi. Et de l'autre côté, on a Cléa. Et là, on se rend compte que c'est une vie de combat, de guerrière, clairement, pour Cléa, qui a dû connaître, parce qu'elle est dans un sale état quand il la récupère dans le vaisseau. Bien sûr. Donc elle a dû connaître un destin tragique, en tout cas une enfance tragique. Les parents, on se doute de ce qui a dû se passer, hein, bien entendu. Ça renforce encore plus le personnage. On sentait le potentiel, je sais pas pour toi, mais on sentait quand même du potentiel en saison 1. L'actrice était bonne en plus, tu vois, amenait vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview de Tony Gilroy qui disait justement au moment d'écrire la saison 2, ils ont donné un peu plus d'importance à Cléa parce que justement, ils étaient un peu bluffés de la prestation de l'actrice en saison 1. Ouais, alors que pourtant, elle est pas, elle est au centre de l'histoire, mais c'est pas celle qu'on voit le plus à l'écran en saison 1. Ah carrément. Donc, c'est sûr. De la voir du coup en flashback, ça lui donne de l'importance, de la profondeur. Et ça, c'était vraiment appréciable pour le coup. C'était super appréciable. En fait, c'est une vraie guerrière endurcie depuis qu'elle est toute petite. Je pense que si elle avait pas rencontré Luten, elle aurait pu finir dans l'équipe de Saw Gerrera parce qu'on sent quand même qu'elle a un tempérament et qu'elle veut tout de suite aller au front, notamment dans la scène quand même déchirante où on voit les Stormtroopers mettre en ligne notamment un jeune, je pense qu'elle fixe parce que c'est un adolescent. Ouais, c'est un ado. Et du coup, elle le voit se faire rafler. Et moi, cette scène, me fait penser, comme beaucoup de moments dans Andorre, à la Seconde Guerre mondiale. Elle se fait, quand elle est petite, c'est comme les enfants déportés à Auschwitz, elle se cache et c'est là où Luten la voit, comme si elle allait se faire prendre et que son destin allait basculer à tout jamais. Et là, cette scène où ces jeunes-là, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, se font rafler et qu'elle voit ça sous ses yeux. Et je pense que voilà, c'est la chose aussi qui l'a fait basculer de manière définitive. Mais Luten est là pour temporiser, pour lui expliquer voilà comment il va falloir mener le combat durant tes prochaines années. Ouais, tout à fait. Donc c'était en quelques scènes, parce que finalement tous ces flashbacks se passent assez vite. C'était parfait. Ça suffit pour comprendre le début d'une relation forte entre les deux. Et voilà, moi j'ai été bluffé aussi par ça. C'est tellement bien écrit, effectivement. On sent que Cléa, c'est vraiment la seule personne qui le raccroche, tu vois, à quelque chose. Et Luten, c'est pareil pour Cléa, c'est tout son monde, quoi. C'est vraiment, il y a eu une connexion tellement longue. Ils ont vécu dans leur bulle que tous les deux, à essayer de subsister depuis le départ. Et c'est eux contre le monde entier, en fait. C'est eux contre l'Empire, en fait. Et ils n'ont pas vraiment d'alliés. Au final, ils rentrent pas dans l'Alliance, etc. Et donc, effectivement, ça nous amène au climax de la scène finale. Où là, moi, écoutez les amis, j'ai pas pu résister.
parce que c'était trop beau déjà, parce que je m'étais vraiment attaché à Luten. Franchement, c'était un de mes personnages préférés. Et voire mon préféré, sincèrement, parce que de voir cet homme qui s'est sacrifié totalement pour la cause, qui sait sûrement que sa lutte, elle est soit vouée à l'échec, soit de toute façon, il va être un petit peu oublié par l'histoire, parce qu'il agit tellement sous-marin qu'il prendra pas la gloire. Il le dit, qu'il verra pas le soleil se lever. Oui, tout à fait, donc, dans le monologue en saison 1. Il le sait très bien. Tout à fait. Il sait effectivement que... Sauf miracle, il verra pas malheureusement le succès et le début de la rébellion. Enfin, voilà, le fait que l'Empire disparaisse à tout jamais. Oui, bien sûr. On arrive effectivement à cette scène de fin où il y a tout ça qui rentre en jeu. Leur passif, le fait que leur destin, il leur était connu quelque part. Et puis elle fait son devoir jusqu'au bout, Cléia, dans un des flashbacks d'ailleurs, celui je crois sur Naboo il me semble, où il lui dit il faut que tu fasses ce que tu dois faire ou quelque chose comme ça. Et en sous-texte, on sent qu'il parle de ce moment-là, en fait. D'un côté, Cléia, elle agit pour la cause jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle va faire passer la cause avant tout en évitant que Luten ne parle et renseigne l'Empire. Et de l'autre côté, c'est aussi un acte d'amour parce que elle sait qu'il est voué de toute façon à la torture. Et à des moments absolument catastrophiques. Et donc, du coup, elle le soulage comme ça, même si tu sens la déchirure qu'il y a en elle, et en même temps c'est ça qui est beau, c'est tout dans la retenue comme ces personnages en fait, comme ces personnages. Il y a toujours eu beaucoup de pudeur entre les deux, malgré que tu sens un amour, un attachement très profond entre les deux. Et là, c'est les premières vraies larmes qu'on voit de Cléia, et ouais, c'est déchirant. Franchement, ça m'a brisé le cœur aussi. C'était une scène très forte. Mais ta description était parfaite, je suis d'accord en tout point, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Non, mais voilà, donc quelle fin d'épisode, quel épisode, l'épisode 10 a été magistral dans la tension. Tout. Sur l'écriture, c'était vraiment très fort. Autre point que j'ai vraiment apprécié sur cet arc, et donc on avance un petit peu dans les épisodes parce que là on va être plus sur la fin de cet arc, mais c'est tout le développement qu'on a autour de Yavin et tout ce qu'on va voir autour de l'Alliance Rebelle, et notamment un petit peu l'organisation, parce que je pense que c'est tout ça qu'on avait envie de voir, c'est l'organisation de l'Alliance, un petit peu comment elle est traitée dans le canon, dans l'univers canon, et effectivement de voir la hiérarchie qu'il peut y avoir au sein du Conseil de l'Alliance, et de voir la répartition des rôles entre les différents sénateurs qu'on a pu voir dans Rogue One, et aussi le partage des tâches entre Mon Mothma, Bail Organa. Est-ce que c'est véritablement un mouvement à plusieurs visages, tout à fait équitable, avec une vraie démocratie interne, ou est-ce qu'il y a quand même un visage qui se détache et qui prend le lead? Bon, ce qui est pas mal et ce qui fait écho, je trouve, à la trilogie originale, c'est qu'on a l'impression que la Big Boss dans la trilogie originale, c'est plutôt Mon Mothma. Là, en l'occurrence, effectivement, ce qu'on voit quand même, je sais pas si tu as eu la même impression que moi, c'est que c'est plutôt Bail qui est plutôt en charge quand même. Oui, je partage le même avis. J'ai l'impression que la hiérarchie est pas totalement établie. Bail, Bail, il a son mot à dire. Par exemple, c'est lui qui dit à Andor de rester consigné dans sa, pas dans sa cellule heureusement, dans sa chambre entre guillemets, chez lui. Et Mon Mothma quelques temps plus tard, qui par contre l'autorise à aller à l'infirmerie. Donc bon, c'est un peu, oui, je dis ça, mais moi aussi j'ai un peu de pouvoir. Voilà ce que je dis. Donc. Mais ça, c'est pour illustrer le fait que justement on soit dans le camp de la démocratie, je pense. Exactement. C'est pour pas. Pour faire opposition à l'Empire, pour le coup. Tout à fait. Le pouvoir n'est pas qu'en un seul homme ou qu'en une seule femme. Le pouvoir est partagé. Exactement. Et du coup, ce qui est pas mal, alors on n'a pas le conseil au complet comme on a dans Rogue One, mais on retrouve quand même des sénateurs qu'on avait déjà vus. Nowhere Jebel. Donc je pense planète d'origine. Non mais c'est attends, ne dis pas ça parce que j'ai fait quand même mes petites recherches. Et apparemment c'est celui qui s'occuperait plus ou moins le poste de ministre des Finances un petit peu de l'Alliance Rebelle. Lui en fait, ce qui est bien, c'est qu'il colle du coup avec forcément sa personnalité dans Rogue One où il est très craintif, et lui en fait, ce qu'il veut, c'est qu'en fait il voit la rébellion comme un contre-pouvoir à l'Empire, mais qui pourra négocier dans le cadre du Sénat impérial. Si tu veux, il reste encore. C'est comme si c'était une famille politique en fait qui l'intégrait, et il veut quand même rester en contact avec le Sénat impérial, et donc pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Donc t'es en train de me dire que c'est un petit peu invendu, si je comprends bien. Non, c'est juste qu'il a une façon de lutter différente. Ça pour le coup, à mon avis, c'est très calqué, mais ça depuis le départ, depuis la trilogie originale, c'est très calqué sur la guerre d'indépendance américaine, sur ceux qui voulaient vraiment de l'indépendance par rapport aux Anglais, et ceux qui
avait d'autres méthodes qui voulaient quand même garder une connexion avec l'Angleterre qui était naturelle à l'époque par les colons. C'était des colons anglais, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a un vrai lien entre les deux. Lui, il veut pas aller au clash, quoi. Il veut pas aller à l'affrontement armé. C'est ça la ligne qu'il défend, lui. Donc c'est sûr que dans Rogue One, quand on dit on va débarquer sur Scarif, on va tout péter, bon, bah, forcément, lui il dit non. Donc là, du coup, ça colle bien le fait qu'il est totalement en défiance par rapport à Cassian, ça colle bien. Et également, la sénatrice Tinra Pamlo. Très élégante, elle. Très élégante. Bah oui, mais pour le coup, ils ont copié. Alors, ils se sont pas fait chier parce ils s'habillent de la même façon, les deux. Hein. Oui, c'est les mêmes dans Rogue One. Ils ont les mêmes fringues. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas changés. Ils sont pas changés. Je te dis, il n'y a pas énormément de thunes. Hein, donc, le ministre des Finances, ça doit pas être bien compliqué d'exercer. Tinra Pamlo, elle, qui, tu le sens, est aussi craintive. De toute façon, elle l'est aussi dans Rogue One. Pas pour les mêmes raisons totalement que Nowhere Jebel. Mais cette scène, elle est quand même très importante dans cette saison 2. Pourquoi ? Parce qu'elle s'inscrit, et depuis le départ, et ce que j'ai dit dans mes différentes vidéos à vie, c'est que ce qui est beau avec cette série, c'est que Andor rentre vraiment dans la grande histoire de Star Wars. Il y a des histoires qui vont être développées en série sur Disney+, qui vont rester à côté. Je pense bien sûr à Skeleton Crew par exemple, même si j'adore cette série, je trouve que c'est vraiment une série qui est sous-cotée. On en a fait l'éloge quand même, donc. Bien sûr. On va pas cracher dessus. Mais c'est une série qui est à côté, qui est vraiment, elle est bien sur Disney+, c'est sa place, on lui demande pas beaucoup plus. C'est sympathique, mais voilà. Non, mais t'as raison, ça n'a pas un impact légendaire sur l'histoire, mais en même temps, c'est dû aussi à la chronologie tout simplement de la timeline de la série. Tu as raison. Ouais, mais bon, tu peux te dire que The Acolyte, par exemple, je suis désolé de revenir à The Acolyte, mais The Acolyte, c'est la série préquelle de tout. La timeline fait que ça va être ultra intéressant, les événements qu'on va voir. C'est pas rentré dans la grande histoire de Star Wars, je suis désolé. Alors que ça avait le potentiel pour être un épisode 0, hein, pour être, enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc non, on est totalement raté pour le coup. Quand Cassian arrive pour justement faire tout son discours, pour expliquer justement et donner l'information, donc toujours en étant dans son destin de messager, on va y revenir, mais donner l'info sur l'étoile de la mort, sur le danger que ça représente pour l'Alliance et que ça vienne de Luthen, et donc il fait passer un petit peu le message et donc est la voix de Luthen auprès de l'Alliance rebelle. Bon, bah, j'ai adoré cette scène encore une fois, et ça prouve encore le destin de Cassian qui s'affirme, on voit toute l'évolution du personnage et qui s'affirme en tant que leader rebelle, quoi, tout simplement. Ils voient quand même pas bien plus loin que le bout de leur nez, malheureusement, ces deux personnages que t'as évoqués. J'ai oublié le nom, Nowhere Jebel. Nowhere Jebel et Tinra Pamlo. Et Tinra Pamlo, il y a probablement une des infos les plus cruciales, ils le savent peut-être pas, mais en tout cas, on te ramène une info de dingue, tu la traites à peine, c'est-à-dire que tout de suite tu dis, oh, ça m'étonnerait, etc., et elle file dans ta chambre. Et, non, mais c'est parce qu'ils ont pas confiance en Luthen. C'est pour ça, c'est ça surtout la motivation. Et parce qu'on parle d'eux, mais on parle de Bail aussi. Quand une information elle est vraie ou elle est fausse, t'essayes de la traiter, t'essayes de l'analyser pour savoir si elle est bonne ou pas. Mais surtout une information aussi cruciale. Oui, je suis d'accord. Là, je suis désolé, à part Bail et Mon Mothma. Non, Bail, il remet un peu en doute aussi. Non, il remet en doute, mais tu sens que l'information, quand même, elle est rentrée dans son oreille, elle est pas ressortie. Oui. Je suis désolé, les deux autres, ça a fait... Hop là, ils sont allés se coucher juste après. Donc, c'était un peu l'edge, et c'est peut-être pour ça qu'on les voit pas dans la trilogie originale, c'est qu'ils n'ont pas été au niveau dans la hiérarchie de l'Alliance. De l'Alliance. Ils contestent le message parce que l'origine du message, c'est Luthen, et ils ont pas confiance en Luthen. J'ai bien aimé, pour finir un petit peu sur la hiérarchie et l'organisation de l'Alliance rebelle. On voit l'amiral, je pense qu'il est amiral à ce moment-là, hein, l'amiral Radius. Ah oui, il me semble qu'ils disent l'amiral, il me semble qu'ils disent Radius ou amiral Radius. Bon, je pense que ça doit être ça, de revoir Radius qu'on verra bien sûr dans Rogue One, et également notre fameux général Draven, que j'ai bien aimé dans ce dernier épisode, parce qu'en fait tu sens que lui, bon bah c'est un soldat, il veut faire respecter la hiérarchie, l'ordre, et le fait que Cassian soit un peu un électron libre tout au long de cette saison 2, ça le saoule, on le sent, mais c'est compréhensible. Et par contre, tu sens quand même que derrière, il a totalement confiance en son gars, quoi. Au fur et à mesure, tu vois. Bien sûr. Et quand Cassian dit j'ai cette information-là, lui, il y croit direct, et il l'amène directement voir les têtes, voilà, un petit peu officielles du mouvement. Bah, il l'a jamais vraiment déçu, donc chaque fois Cassian a toujours accompli sa mission, donc au bout d'un moment, quand t'es le supérieur hiérarchique et ton subalterne, ton N+2 qui réalise tout, ton N+1, tu te dis bon bah
tant qu'il m'a pas déçu, je lui fais confiance. Banco, Ah oui, non, donc, tu parles du, je parle, du pardon, subordonné. Ouais, subordonné. Je pense que c'est le D'accord, terme. pardon. Tu remarqueras, petit aparté, que je parlais des finances tout à l'heure de l'Alliance rebelle. Tu remarqueras que à 3 ans avant la bataille de Yavin, ou dans les anciens arcs, on voit Draven avec un patch. Juste, il a un petit patch avec des points. Il a cousu lui-même le mec. Alors que là, ça y est, comme dans Rogue One, il a enfin son espèce de carré en argent. Ouais. Je sais pas où il est allé le forger, mais en tout cas, ça y est, il a ses vrais trucs. Ouais, mais c'est bien, donc, tu vois. Voilà. Et ça, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Mais effectivement, toute l'évolution qu'on peut voir au fil des épisodes, et notamment au fil des arcs, je trouve que c'est hyper intéressant. Et notamment dans ces petits détails-là, tu vois, même moi, je l'ai pas chopé celui-là. Ça m'a bien fait rire. Donc on le voit pas, mais pour rester sur les généraux, on a Dodonna qui est mentionné, donc qu'on voit bien sûr dans l'épisode 4 et qu'on a vu aussi dans Rogue One, et fait mention du général Merrick, et j'avais pas bien entendu, c'est Radius qui dit ça. Tu sais, au moment où Cassian décolle, Radius dit à Draven, si Merrick avait été là, il l'aurait abattu directement. Et en fait, Merrick, tout à fait, ça me revient. Merrick, c'est Blue Leader. C'est Blue Leader, tu sais, c'est celui qui va mener la bataille sur Scarif. La bataille c'est lui aérienne. Qui, au moment où il y a le bouclier. Oui, c'est ça. Qui rentre dans le bouclier de Scarif. Qui rentre dans le bouclier de Scarif, voilà. Donc ça, c'était aussi très intéressant d'avoir ces petites connexions-là, et donc d'avoir un petit peu l'état-major en fait de l'Alliance rebelle. On en sait un peu plus sur l'état-major rebelle dans le canon à ce moment-là. Et pour continuer là-dessus, mais ce que j'ai véritablement apprécié, c'est qu'on ait une connexion à Rogue One qui soit quasi parfaite. Le fait que, bien entendu, on commence à avoir des renseignements sur l'étoile de la mort, et on peut peut-être s'arrêter là-dessus et faire une petite parenthèse, mais la mort de Loni, peut-être parler de la mort de Loni, parce que au final, c'est celui effectivement qui aura déclenché tout ça, c'est-à-dire en gros qui aura vraiment été le premier à renseigner, parce que lui était à l'intérieur véritablement du BSI. C'est le premier des rebelles, entre guillemets, si on peut l'appeler un rebelle. Il était en première ligne à avoir eu l'info sur l'étoile de la mort. C'est le tout premier dans l'histoire de Star Wars. Et c'est pas rien, hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour le coup, c'est un personnage hyper secondaire, alors que tu pourrais te dire, et c'est ça, encore une fois, malgré tout, l'intelligence quand même de Tony Gilroy, c'est qu'il arrive à te faire d'un personnage secondaire, alors que tu pourrais te dire, le mec il est infiltré au BSI, donc le mec normalement ça devrait être limite un personnage principal, tu vois, mais il arrive à te faire d'un personnage secondaire, t'as l'impression de le voir suffisamment, t'as pas l'impression de pas le voir du tout, et que son info sort de nowhere, tu vois, même s'il te raconte qu'il est passé par ce qui aurait pu faire une bonne scène d'action ou de tension, tu sais, il prend les codes d'accès de Dedra, etc., tu vois, pour aller fouiller et tout, mais au final juste de savoir en fait qu'il a fait tout ça, tu vois, on n'a pas forcément besoin de le voir, c'est bien expliqué. Oui, ça aurait pu être une bonne scène d'action, mais ça aurait pu nous prendre la moitié d'un épisode pour au final, moi je suis désolé, mais je préfère justement avoir plus d'infos sur qu'est-ce que va en faire la rébellion, qu'est-ce que va en faire la Lutène. Voilà. Alors après, effectivement, ce personnage, il a un destin qui est tragique pour le coup, parce que il se fait un peu piéger par Lutène, mine de rien. Bah oui. Je pense que Lutène savait probablement que tôt ou tard, si ça merdait, de toute façon, il se poserait même pas la question de l'éliminer ou non. C'est d'autant plus dur que Loni, il mentionne qu'il a une femme, qu'il a des enfants. Qu'il a un enfant, je crois. Un enfant. Et fraîchement, tu vois, il devient papa, et c'est pour ça qu'il veut arrêter de renseigner Lutène, parce que c'est trop risqué et tout. Et il est piégé, il est obligé de continuer. Il a même pas le temps de se projeter sur Yavin. Il l'apprend tout juste que malheureusement son destin s'arrête là. Ça fait mal parce que c'est un personnage mine de rien auquel on peut s'attacher. Est-ce que tu comprends ce geste de Lutène? Je pense que c'est l'urgence de la situation qui fait que il a pas trop le choix, quoi. Sinon, il aurait pu prévoir autre chose, mais étant donné qu'il lui dit partez du principe qu'ils sont déjà en route. Et c'est là qu'il dit on n'a plus le temps, donc parlez, donnez-moi l'info. Il a l'info, bim, et même lui il sait pas s'il va s'en sortir, donc il en a un peu trop dit, Loni. S'il lui avait juste donné l'info et qu'il lui a pas vraiment dit que c'était la course poursuite, peut-être qu'il l'aurait emmené sur Yavin. Mais c'est là c'est là que tu sens du coup que Loni n'est pas juste quelqu'un d'intéressé, mais est quand même un rebelle, et qu'on peut considérer comme un rebelle, parce qu'il lui donne quand même l'info, parce que justement il aurait pu faire ce que tu dis, c'est-à-dire marchander complètement et dire je vous le dis que quand je suis en sécurité.
passer. Ouais. Et au final, non, il sent que pour la cause, il faut quand même balancer l'info pour que tout ça n'ait pas servi à rien. Et donc ça, c'était aussi intéressant. Et je voulais faire une petite parenthèse sur ce personnage parce que effectivement, on reviendra peut-être pas dessus parce que c'est quand même un personnage secondaire. Le renseignement de l'étoile de la mort qui va donc passer de Loni à Luten, de Luten à Cléa et de Cléa à Cassian pour porter véritablement le message à l'Alliance Rebelle. Et du coup, il n'y a pas d'incohérence avec Rogue One parce que Cassian ne découvre pas dans Rogue One l'étoile de la mort avec le renseignement que va lui donner Tivik. C'est plus l'arme et la capacité véritablement qu'a l'étoile de la mort. Et donc là, d'avoir déjà cette info qui est préchotée un peu, c'est bien, il fallait qu'on le voit quand même, parce que ça sort pas de nowhere comme ça sur la note Kafren que, tu vois, Cassian et l'Alliance Rebelle apprend qu'il y a l'étoile de la mort. Pour continuer dans les connexions avec Rogue One, on a l'opposition entre Saw et Mon Mothma, parce que effectivement quand elle dit à Jyn que son opposition ou son radicalisme ou son extrémisme, je sais plus quelle expression elle emploie, a posé beaucoup de problèmes à l'Alliance. Bon bah là c'est illustré avec ce qui se passe sur Jeddah, les raids que sont en train de faire les hommes de Saw et les partisans sur Jeddah. Donc oui, ça met en danger tout le mouvement de l'Alliance Rebelle. C'est bien d'avoir ce dialogue. J'aurais peut-être aimé voir un peu plus de Saw. Ouais. Peut-être une insurrection ou quelque chose qui vient, ça aurait été sympa parce qu'en plus on voit vraiment tous les partisans, son équipe qu'on voit un petit peu dans Rogue One, mais j'avoue que développer un demi-épisode là-dessus, genre ça aurait été sympa. Petit regret quand même également, il est fait mention d'Idou, du laboratoire d'Idou depuis un moment. Est-ce qu'on aurait pu voir Galen ? Ça aurait pu être sympa. Mais le Mads Mikkelsen, à mon avis, déjà il est pas gratos. Il est pas gratos. C'est un fait. Et ce que j'aime vraiment, c'est que c'est incroyable. La série est exceptionnelle. Il fait revenir aucun personnage. Allez, hormis bien sûr Saw Gerrera par exemple, qui est devenu un personnage, on va dire legacy, comme on dit, classique. Mais on aura vu, là j'élargis un peu le truc, hein, mais on n'aura pas vu Galen Erso, on n'aura pas vu encore moins l'Empereur Palpatine. Il y aurait pu avoir une scène fanservice avec Dark Vador aussi. Enfin, oui, totalement. C'est là où c'est brillant, c'est juste, voilà, l'histoire se suffit à elle-même, t'as pas besoin de. Il est resté fidèle à son écriture. Ouais, exactement. Ouais. Et donc du coup, pas de Galen, mais bon, on en fait mention. Ça s'arrête là. Moi, j'aurais aimé bien sûr le voir, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. On en voit tellement à l'écran. Est-ce que ça avait beaucoup de sens de le voir ? Je sais pas. On sait qu'il est là. Il fait mention, c'est normal. C'est un des personnages très importants de cette histoire-là, de ce projet Nébuleuse, bien entendu, et de cette suite qui va être amenée à Rogue One. Donc, ne pas le mentionner alors que tu ramènes Krennic quand même dans l'histoire. Ça marchait pas, Il fallait quand même le mentionner, c'est sûr. Ouais. Et on finit bien sûr, parce qu'on finit donc 23 minutes avant Rogue One, en fait, c'est ça. 23 minutes, ça doit être ça. C'est à peu près ça. Avec donc Tivik qui est pas l'espion infiltré, mais le contact tout simplement de Cassian chez Saw. Donc c'est l'anneau de Kafren, on est à quelques minutes. On est à 23h59 avant Rogue One, donc c'est génial parce que oui, effectivement, bien entendu, ça fait écho à Rogue One qui est pareil le 23h59 de l'épisode 4. Mais du coup, cette connexion directe à Rogue One, elle va nous amener aussi peut-être un petit point négatif. Étant donné qu'on est à 23h59 avant Rogue One et que dans Rogue One, on est à 23h59 avant l'épisode 4. Je vois où tu vas en venir. Comment tu expliques qu'on est un an avant la bataille de Yavin ? C'est juste ça où il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu. Donc, je pense pas que ce soit dans Andorre qu'on ait une ellipse entre les épisodes d'un an. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous les épisodes se suivent. 10, 11, 12. On reprend à l'épisode d'avant. Exactement. Alors, et il y a un sentiment d'urgence. Ouais. C'est pas comme si Cléa, elle pouvait rester 1 mois et demi à la planque à attendre les rebelles. Oui. En plus, il y a des unités de temps qui sont données. C'est-à-dire que quand Wilmon reçoit le message de détresse, elle dit, et sa copine dit... Sous son pieu, d'ailleurs. On a compris pourquoi c'était sous son pieu à lui, mais... Il cache. Oui. Mais pourquoi il cache la radio? Bon, enfin bref. Parce que c'était la radio de détresse ou de détresse ou d'appel quand Luten et Cléa appelaient Wilmon pour partir en mission. Ah oui, c'est ça en fait. Tout à fait. Et donc du coup, le fait qu'elles disent le message a eu lieu il y a 30 minutes, etc. et que les deux ensuite se dépêchent, il faut partir, etc. Bah tu sens qu'il n'y a pas une semaine qui est passée. Donc 10, 11, 12, c'est en 2 jours, même pas. Voilà. Alors, on dit avant la bataille de Yavin. C'est peut-être des petits malins. On est peut-être le 31 décembre. Ouais. C'est l'année qui précède. Ça veut pas dire 365 jours. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, le calendrier.
Bah, on est emmerdé. en année bissextile ou pas. En plus. Si on est. Ça facilite pas la Non, chose. non, mais ouais, effectivement. Non mais t'as raison, ça peut pas être sous Andorre, la temporalité d'Andorre on la Ouais. connaît. La vraie question c'est quelle temporalité pour Dans Rogue Rogue One. ou quelle temporalité pour l'épisode 4 Ouais. parce Ouais, qu'on c'est la ça. connaît pas non plus exactement. Donc oui, on va dire que peut-être c'est peut-être la seule incohérence, mais qui est inhérente à Star Wars, j'ai envie de dire. Oui, oui. Tu as raison, il met 1 an, mais c'est peut-être en fait, on est dans l'année. C'est On est peut-être tout dans simplement, l'année. on est dans l'année avant Rogue Et One. puis- C'est la seule petite peut-être incohérence. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce point-là. On est peut-être passé à côté de quelque chose. Ouais, hein, c'est n'hésitez possible pas, aussi. hein. C'est possible Ouais. aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce point-là. Mais bon, sincèrement, C'est un détail. voilà, c'était histoire de pinailler, le pinaillage habituel. Donc pour donner un petit peu notre avis global sur cet arc 10-11-12 et ce final, cet arc final d'Andorre saison 2, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'effectivement on pouvait en attendre beaucoup, et peut-être beaucoup trop, mais on est resté dans le ton de la série, mine de rien. Oui, cette série et cette saison 2, elle est progressive. Tu sens qu'ils ont travaillé quand même la mise sous tension et le fait qu'on se rapproche au fur et à mesure, qu'ils aient pensé ça comme un compte à rebours avant Rogue One. Donc tu sens qu'il y a une montée progressive du danger de l'Empire, du passage à l'action, de la force aussi de la rébellion, etc., etc. Mais il est resté quand même fidèle à son ton qui est de ne pas faire de Ouais, sensationnalisme. c'est simple pas de- finalement. voilà. L'histoire est racontée de manière très sobre et très simple. Bah, l'exemple parfait, c'est la fuite de Cléa. Clairement, parce que tu pourrais t'attendre... Tu sais que tu vas avoir un épisode qui va être centré action, donc l'épisode 11, qui est en fait comment Cléa va s'en sortir et comment Andorre, enfin comment Cassian, Melchi, etc. vont s'en sortir. Tu sens que les rebelles, l'Empire arrive, tu te dis bon, mince, et au final, bah, de façon assez simple en fait, c'est K2 qui va les sortir de tout ça. Heureusement qu'il est là. Hein. Bah oui, et donc non mais et en plus de ça, c'est très intelligent, c'est-à-dire que tu restes dans le ton que tu as amené, c'est-à-dire un ton réaliste où il va pas se passer des choses de barjo et des scènes absolument folles. Non, ils essaient de répliquer, tu as une scène de fusillade tout simplement dans un appart et avec des forces qui essayent de rentrer dans l'appart. Et au final, oui, tu as K2 qui arrive. C'est simple, ça reste dans le ton de la série et en même temps tu apportes un vrai plus à K2, tu montres à quoi va servir K2 parce que K2 il arrive dans l'univers que maintenant, au final on l'a pas vu encore, on n'a pas vu à quoi il pouvait servir et puis bah, tout simplement c'est une force brute avec beaucoup d'humour etc, mais c'est une force brute surtout, donc c'est un énorme atout pour Cassian et la rébellion. C'était très intelligent de le jouer encore une fois comme ça et cet exemple bah, il illustre un petit peu cet arc final sans fioriture mais propre et c'est ce qu'on attend en fait de la série, ce ton adulte et qui va pas partir dans tous les sens. Tu restes aussi dans la veine de la tension qu'il a voulu mettre depuis le départ, ça c'est bien et tu le remarques sur certaines scènes vraiment particulières. T'as bien sûr la scène entre Luten et Dedra quand même, qu'on en parle 2 secondes, mais cette scène quand même elle est incroyable et donc la finalité qui est la mort bien sûr de Luten, enfin son sacrifice, son harakiri un peu qui s'est fait, mais cette scène de tension entre lui qui joue encore la comédie, moi de toute façon le Luten souriant avec les cheveux c'est mon préféré, c'est vraiment c'est incroyable, j'adore, et Dedra qui arrive et qui au début joue le rôle aussi parce que elle est en train de jubiler. C'est son moment de gloire là. Elle est en train de jubiler à ce moment-là, donc elle se force pas pour ça. C'est la seule fois où on la voit sourire, je pense. Ah bah oui. Donc elle arrive. Elle la tronche tout le long de la série avec son visage extrêmement fermé tout au long de la série. Ouais. Donc elle arrive au bout là de sa quête et Luten va encore une fois lui priver de ce plaisir en partant comme un Romain. Et il y a un petit échange entre eux et ce qui est pas mal d'ailleurs parce que tu vois la vision qu'a Dedra de la rébellion. C'est-à-dire que Luten, lui, va bien entendu nous parler de la liberté, etc., etc. Et elle va dire non, mais la liberté, en fait, c'est n'importe quoi, c'est l'anarchie, etc. Et donc, c'est pas mal parce que tu creuses quand même t'es pas dans ce manichéisme, ou tout du moins, bien sûr que tu l'es, t'es en opposition entre le bien et le mal, etc., entre l'Empire et la rébellion, bien sûr. Mais le fait que l'Empire et des gens dans l'Empire croient sincèrement bien sûr, à l'Empire et au bien fondé de l'Empire,
c'est toujours intéressant. Non, mais sinon, ça serait absolument pas réaliste, effectivement, de se dire que c'est que des méchants comme ça. Exactement, comme dans les Disney. Non, là, c'est vraiment, il y a des gens qui ont une philosophie, une pensée, et voilà, et qui, en tout cas, vouent un culte à l'Empire parce que c'est la manière dont ils voient la galaxie, la société de manière générale. Et alors, pour revenir sur cette scène, je pense que c'est tout l'ego de Dedra qui malheureusement vient tout à fait, t'as raison, tout bousiller sur son destin parce que elle est vraiment venue fière. Je rentre, j'arrive, elle est équipée, elle a tout le monde dehors et tout. Elle aurait pu faire ça tranquillement. Mais t'as envie de lui dire, mais ma grande, il y a 12 000 ramène tous les petits copains, vous lui mettez les menottes et fin du bal. Vous le mettez sur vos machines pour que Luthen puisse parler. Ça changeait tout à l'histoire, mais non. C'est son ego, je pense, vraiment surdimensionné qui l'a rattrapé. Et là, du coup, elle a voulu faire la maline parce qu'en plus, c'est elle. Elle aurait pu, je sais pas, manigancer ou tourner la chose un peu différemment, mais non, c'était tellement puissant en elle, avec trop envie, on dirait un enfant qui a pas envie de raconter il connaît un secret. Ça. Et là, elle lui dit, je suis au courant de tout, et elle lui explique tout. Mais Luthen, quelqu'un de brillant et d'intelligent comme Luthen, elle se doute quand même que même si elle est pas d'accord avec lui, avec tout ce que Luthen a entrepris depuis toutes ces années pour la rébellion, c'est quelqu'un quand même qui est à minima intelligent. Et dévoué à la cause. Donc du coup, tu peux te dire, faut faire attention parce que il peut se suicider. Effectivement, c'était une possibilité. Et du coup, voilà, c'est que dire, c'est triste pour elle. Elle a été rattrapée. Elle aurait pu vraiment être décorée. Mais comme tu dis, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une erreur de sa part, mais qui s'explique par tout ce qu'on a compris du personnage, c'est-à-dire qu'il y a une fanatique complète et qui est juste en train de jouir là au moment où elle est en train de faire, c'est sa seule satisfaction, c'est sa quête depuis des années qui est en train de se régler et donc du coup qui va la pousser à commettre une erreur parce qu'on pourrait se dire, c'est une facilité scénaristique de se dire de laisser encore une fenêtre de tir à Luthen pour pouvoir s'en sortir. Or, ce qui est bien fait, et on va reconnecter avec une autre scène de tension dont je voulais qu'on parle, c'est la scène entre Krennic et Dedra, où tu sais, où il l'interroge, et où il lui dit justement, mais il lui dit en fait ce qu'on se dit, pourquoi vous n'êtes pas intervenu, pourquoi vous avez voulu y aller toute seule, etc., alors que vous aviez des gens, de l'équipement, etc., et du coup, non, c'est elle qui fait une erreur, c'est bien parce que ça désamorce tout de suite le fait de dire non mais en fait c'est pas réaliste, c'est vraiment juste voilà. Non, c'est assez fidèle à son personnage, ouais, exactement. Donc c'est encore une fois très intelligent et bien écrit, tout à fait. Et d'ailleurs cette scène entre Krennic et incroyable. Le finger sur la tête là quand il lui met tu sais quoi, c'est là où je me suis dit, et je l'avais peut-être pas assez mesuré dans Rogue One, je me suis dit Krennic c'est un sacré méchant, parce qu'il fait peur au final. Il m'a fait peur sur cette scène. Alors bien aidé par une écriture, mais un acteur quand même qui est incroyable. Évidemment que l'acteur fait énormément, mais j'avoue que quand il lui pointe le doigt, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'était un marteau qui lui appuyait sur le crâne. Ça se voyait à sa tête qu'elle était pas bien. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que tu te dis à quel moment tu fais ça. Personne fait ça. Personne. Franchement, personne fait ça. C'est juste un truc humiliant. Je sais pas si c'est une trouvaille de l'acteur sur le moment ou si c'est une direction d'acteur qui va lui dire fais ça. Mais c'est tellement intelligent de dire quel est le truc auquel elle s'attend pas. Mais qui va la mettre et qui va la déstabiliser complètement, qui va la mettre vraiment mal à l'aise et qui va nous mettre mal à l'aise aussi. Mais ce doigt-là, surtout que tu le vois pas, là on parle plus réalisation, il arrive de derrière, la caméra avance sur des draps, tu vois juste le doigt qui se pose et la caméra coupe ici. Moi, ça m'a mis mal quand j'ai vu ça. Je me suis dit, Krennic, c'est un sacré méchant en fait, et il fait flipper. Chaque interprétation, chaque passage de Krennic, chaque apparition, de Krennic dans la série, et quand même je trouve à chaque fois c'est bien dosé, le dialogue est bon, l'acteur lui se régale, et franchement ça fait du bien de le voir parce que je suis d'accord avec toi, quand tu sors de Rogue One, tu te dis il y avait un potentiel quand même sur ce mec, il y avait un potentiel sur ce méchant. De voir un des généraux de l'Empire, donc de pas être cantonné juste à Palpatine, et de voir d'autres généraux. On avait vu Tarkin, qui était quand même un personnage, mine de rien, important et qui a marqué, alors qu'on l'a vu que quelques scènes dans l'épisode 4. Mais du coup, c'est toujours bien de voir ce genre de personnage, et Krennic, c'en est une incarnation. Donc non, ça c'était encore une fois très intéressant de voir cette scène, et ça montre toute la tension qui sait être écrite
par Tony Gilroy et en même temps magnifié par la réalisation, pour le coup, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des réalisateurs, on a beaucoup parlé de Tony Gilroy, mais effectivement, les réalisateurs des différents arcs, qui sont quand même très bons. Bah oui. Et on va donc finir avec ce final, bien entendu, cette scène, les ultimes secondes sont vraiment incroyables, hein, si vous avez vécu ma vidéo réaction. Et la pleuré, pareil. non, mais, comment ne pas être émotif je te comprends tellement. Ben, pour le coup, j'ai rien pu retenir. Là, c'est tombé tout seul. Ça reste simple. C'est pas une fin où tu fais péter une étoile de la mort, c'est sûr, mais c'est tellement en lien avec la série, c'est tellement dans la veine de l'écriture qu'on a apprécié. Pour toi, c'est la fin parfaite sur la série? Absolument. Ou est-ce que tu t'aurais vu autre chose? Non, je te dis sincèrement. Bon, déjà, je suis pas showrunner, je suis pas réalisateur, donc je sais pas comment je l'aurais écrite, mais si j'avais dû l'écrire, tu viens synthétiser 24 épisodes de beaucoup de personnages, de beaucoup de destins différents, et là, cette scène où t'as ton personnage principal, on n'oublie pas, ce que j'ai adoré dans cette scène et dans cette réalisation, c'est voilà qui est le personnage principal de cette série. Ça reste Cassian. Oui. Et tu vois cette marche de Cassian vers l'avant, un peu au ralenti, j'avoue, il y avait un petit côté Top Gun ou un petit côté comme ça. La musique, le générique. On va en reparler de la musique. On va en reparler. Extraordinaire, juste extraordinaire, mais bon, voilà, c'est le thème qui revient de plus en plus haut. Enfin bref, on y reviendra. Et j'ai aimé, voilà, ce côté, tu vois Cassian, et puis tu vois ce personnage, voilà sa fin. Tu retournes sur Cassian, voilà, on retourne sur ce personnage, voilà comment ça se finit pour lui. Moi, je trouve que c'était difficile de faire mieux, sincèrement, sur cette scène. Franchement, c'est bouleversant. Moi, je vais te dire un truc, j'ai presque été plus ému par cette scène que par celle de Bix. Peut-être parce que je suis pas encore parent aussi, donc peut-être que ça peut jouer, même si la parentalité, je sais que c'est quelque chose qui me touche aussi, bien sûr, c'est pas ça. Mais c'est juste que je sais pas, c'est peut-être la musique aussi qui a eu cet engouement et qui m'a transpercé droit dans le cœur, quoi. Mais non, c'est la meilleure fin pour moi espérée. Voilà, je suis tellement satisfait de cette fin. J'étais comme ça, je vois la scène, je pense qu'elle va rester parce que je souriais et je me disais, j'avais ce sourire mais qui aussi était un sourire plein de tristesse parce que tu comprends que c'est la fin à ce moment-là et c'est trop puissant, c'est trop fort, c'est brillant. Et pour compléter, que je dise quand même 2 mots de la scène finale, je sais depuis quelques temps, pas énormément, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça m'a touché autant, mais je sais ce que c'est que d'être papa maintenant. Et quand j'ai vu effectivement cet enfant et que tu connais tout le destin de Cassian derrière, tu connais Rogue One et tu sais que ce bébé va grandir sans père et que même Cassian a pas eu le bonheur de savoir qu'il était père. Alors... on peut revenir là-dessus pour l'instant. Il y a quand même un léger dialogue entre Vel et Cassian, où Cassian sait plus ou moins qu'elle est en sécurité, etc. Mais il en sait pas plus parce que même Vel dit en gros, Vel à mon avis doit savoir. Et Vel lui dit tu devrais reprendre contact avec Bix. Et c'est peut-être histoire de lui dire reprends contact parce que moi je suis au courant qu'il y a quelque chose en plus. Voilà. Et lui il dit non mais c'est pas que je suis passé à autre chose. Ma gonflée. Non, ma gonflée était chiante. C'est vrai, Non, mais c'est plus dans le sens, il a compris le sacrifice qu'a fait Bix et au final, le vrai amour, c'est tout simplement de savoir que la personne est en sécurité et que tu respectes son choix et donc du coup, voilà. Mais par contre, il y a toujours l'espoir quand même. L'espoir est toujours au centre de cette histoire et de Star Wars, de se dire quand les choses iront mieux, il lui dit quand les choses iront mieux, oui pourquoi pas, etc. Mais donc selon moi il est pas au courant. Après ça c'est un autre débat, mais selon moi il est pas au courant et de me dire, en tout cas je l'ai vécu comme ça, de me dire qu'il aura même pas connaissance de ce bonheur là. C'est peut-être mieux comme ça, malheureusement. C'est peut-être mieux comme ça, c'est sûr, mais effectivement, c'était dur. Et puis l'émotion de revoir B2 aussi avant ça, parce qu'on se disait B2 on l'a oublié. Bien sûr. Non, on le revoit sur Minaro, donc non, franchement c'était super. Même B2, tu vois, je me suis dit B2 en fait c'est le seul peut-être qu'on aura oublié. Et non, la petite scène qui va bien. En plus il a l'air pas être malheureux, il s'est fait une petite copine, c'est clair. Donc non. Ouais, non, cette scène, elle m'a vraiment poignardé. Et du coup, on peut peut-être en parler maintenant, mais tu comprends le choix de Bix, parce que moi j'ai été assez critique quand même sur ce qui s'est passé dans l'arc précédent, en disant que pour moi le destin qui
rendrait crédible l'attitude de Cassian dans Rogue One, c'était le décès de Bix, parce que je concevais pas que Cassian ne cherche pas à retrouver Bix dans Rogue One, en sachant qu'elle était quelque part dans la galaxie. Quand on les quitte à la fin du 3e arc, voilà, j'avais cette impression qui était pas bonne. Et ce que je disais, il faut qu'on revienne dessus en dernier arc, soit pour solutionner la chose, c'est-à-dire qu'en gros que Bix décède, tu vois, ou qu'il y ait encore une autre résolution, mais en tout cas qu'on revienne dessus, ou que Cassian se réexprime sur la question et qu'il dise, parce que ce qui me frustrait, c'était de me dire que la décision est venue seule de Bix, et que Cassian, en fait, il a jamais dit oui à ce truc-là, tu vois. Il aurait pu être d'accord avec elle, mais il n'a pas eu l'occasion de lui dire, tu vois. Et je trouvais ça super cruel quand même comme façon de faire. Donc du coup, là au final il accepte à travers le dialogue avec Vel. Voilà. Tu te dis ok, il sait, c'est il bon, accepte. il sait, il accepte, et quelque part c'est logique. Donc ça va. Et puis du coup, ça rend aussi le fait d'avoir le bébé, ça rend totalement crédible encore plus, et tu comprends du coup tout le sacrifice qu'a fait Bix. C'est elle se dit qu'effectivement Cassian, sans bébé, il voulait tout arrêter et arrêter la rébellion, quitter la rébellion, etc., pour vivre son histoire avec Bix. Donc si tu rajoutes, et je suppose que Bix est au courant au moment où elle prend la décision qu'elle est enceinte, et donc du coup c'est là qu'elle se dit si je lui annonce que je suis enceinte, tout est fini, et il n'accomplira pas son destin de messager. Et donc du coup elle sacrifie son histoire d'amour, parce qu'on sent qu'elle est ultra sincère et que ça lui pèse vraiment, et que ça la chagrine beaucoup. De l'autre côté, elle fait ça pour la cause, parce qu'elle n'a pas fait tout ça pour rien, Bix, et du coup elle n'a pas fait tous ces sacrifices et vécu tout ce qu'elle a vécu et traversé tout ce qu'elle a traversé pour juste partir comme ça et ne pas continuer à lutter contre le mal, vraiment ce qui lui a fait le plus de mal. Et puis de l'autre côté, pour protéger aussi l'enfant. Elle est partie pour protéger l'enfant. C'est la seconde raison en fait. Tu comprends que c'est la rébellion. Le côté, comme tu l'as dit, que Cassian reste le messager, et effectivement pour se protéger ce bébé et se protéger elle-même. Donc, parce que tu pourrais dire, en plus tu pourrais dire, quand elle fait ce choix-là, tu pourrais dire, mais attends, elle pourrait juste raisonner Cassian et dire non mais moi je participe à la lutte avec toi et on reste ensemble, mais on participe à la lutte. Et au final elle peut pas faire ce choix parce que elle est enceinte. C'est mort. Au final, le seul point que je disais sur l'arc précédent qui était ça, peut-être que ça me dérange un tout petit peu, et ben non, c'est encore une fois c'est parfait et l'écriture est super intelligente. Bon, je pense qu'on a fait une longue page sur ce dernier arc. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On reviendra peut-être un tout petit peu dessus dans notre avis global final sur la série, mais revenons peut-être rapidement sur les précédents arcs, histoire qu'on ait une vision peut-être un petit peu plus globale de cette saison 2. Et on commence avec les 3 premiers épisodes. Alors, 3 premiers épisodes qui sont quand même assez lents, mais qui vont introduire quand même cette saison 2, parce qu'on est 1 an du coup après la saison 1. Et on voit donc Cassian, et on démarre avec cette scène d'action et le vol du prototype de TIE, voilà. Et puis ensuite qui va partir et qui va être capturé. On a la situation sur Minaro, et donc voir où Brasso, Wilmon, B2 et donc Bix ont atterri après la fuite de Ferrix, et donc le fait qu'ils se cachent là-bas. Et on voit aussi tout le développement et la préparation des prochaines actions à venir de l'Empire sur Gorman. Vraiment, on est sur une mise en contexte parfaite, assez lente, mais quand tu as autant de talent à l'écran, si tu veux, autant de belles choses à l'écran, tu acceptes un rythme un petit peu plus lent, parce que c'est tellement riche ce que tu vois que tu t'ennuies pas en fait. Mais mine de rien, la différence quand même qu'il va y avoir avec la saison 1, c'est que la saison 1, au bout d'un moment, arrive à tracer quand même sur une histoire claire et qui va concerner tous les personnages. Là, tu arrives dans un arc qui est quand même assez complexe, parce que tu as l'impression d'avoir différentes situations qui ne sont pas forcément liées entre elles, entre le mariage de la fille de Mon Mothma, ce qui se passe sur Minaro, ce qui se passe avec Cassian. Tu vois, tu te dis où est le lien dans tout ça, et du coup tu peux te perdre un petit peu. Au tout début, il n'y en a pas, c'est sûr. C'est vraiment où est-ce que tu as laissé les personnages
auparavant. Alors certes, il y a un an qui s'écoule, mais oui, c'est très riche visuellement parce que entre là où il y a Krennic, toute cette planète qui est toute la blanche. Conférence, comme la conférence de Wannsee, de Wannsee. J'ai adoré ce moment. Ouais. Ah bah oui, c'était super. Clairement. Tout là, l'explication de ce qui va se passer, on comprend très rapidement qu'il va s'agir de l'étoile de la mort, bien sûr. C'est très riche visuellement. J'avais peur de me paumer au niveau des dialogues, j'avais peur de passer à côté de quelque chose, notamment ici. Au final, non, ça se fait bien. Très content de retrouver Krennic. Mais ouais, comme tu le dis, c'est un arc assez spécial parce que énormément de personnages encore, tu les vois vraiment tous dès le début et ils sont à des endroits différents, donc tu te demandes comment ils vont un peu se retrouver, quoi. Cette scène de la conférence, elle est vraiment incroyable, elle fait écho à un vrai événement. Là, tout a été repris dans l'iconographie, la vitre derrière Krennic, etc. Tout a été repris pour faire penser à la Deuxième Guerre mondiale et un événement vraiment tragique. Donc quand tu fais la connexion à l'histoire, tu peux te douter de ce qui va se passer sur Gorman. Donc vraiment le lien est encore une fois très intelligent dans l'écriture. Tu vois aussi le fonctionnement de l'Empire avec tout cet aspect propagande et donc utilisation des médias. Donc tu enrichis encore une fois le lore parce que c'est pas quelque chose que tu avais développé dans les précédents films ou les séries. Donc tu vois ces deux propagandistes là, ces deux pros de la communication et qui eux vont justement être en charge de construire le récit de détestation des Gors vis-à-vis de la population de la galaxie. Et tu vois que ça marche, notamment avec la maman de Cyril par exemple, tu vois que ça marche. Donc ça, c'était encore une fois très bien fait et très intelligent de mettre cette composante là, une composante qui nous est propre, qu'on connaît bien, le rôle des médias, etc. Encore plus que dans les années 70 quand est sorti le premier Star Wars. Donc c'est bien d'avoir mis ça un petit peu au goût du jour aussi. C'était encore une fois une composante super intéressante à développer. Et puis oui, pour continuer sur ce que tu disais sur la direction artistique, les costumes, etc. L'apothéose quasi de toute cette saison 2, c'est le mariage de Leïda, de la fille de Mon Mothma. Là, franchement, c'était assez incroyable. C'est là où la direction artistique a tout donné dans toute sa splendeur, que ce soit la musique, qui est absolument phénoménale, spectaculaire. Tu te croirais un peu à Ibiza à un moment. Mais en fait, c'est un remix, je sais pas si tu avais remarqué, c'est un remix de Niamos de la saison 1. Si. Oui, j'ai reconnu bien sûr le thème de Niamos, mais c'est un thème qu'on a déjà entendu dans la saison 1, ça je l'ai reconnu, qui est réadapté bien sûr. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène, c'est très riche, pareil, visuellement. Les costumes là, chaque figurant, c'est incroyable. Ils ont dû s'éclater. La réalisation, c'est pareil. Parce que quand tu vois la scène de danse et tout, avec tous ces figurants, donc en mécanique, c'est dur à mettre en place déjà pour le réalisateur. Le mouvement de toute la figuration, etc. Le mouvement de Mothma, le mouvement de la caméra, le positionnement de la caméra. Tu sens tout le travail qui a été fait là-dessus. Et sans parler des décors, que ce soit la salle où est faite la cérémonie un petit peu pas religieuse mais très symbolique, qui est très codifiée, etc. avec les parents et tout. C'est très joli, un peu japonisant. Et là où elle a le dernier échange entre mère et fille, et tu te dis elle va arriver à la convaincre et quoi que ce soit. Final, et en fait, tu te dis mais la fille, t'aurais eu envie de la claquer tout au long de la série. C'est pour vraiment montrer que Mon Mothma, elle vient de loin, quoi. Elle vient de très loin. Qu'est-ce qu'ils sont ingrats dans le reste de la famille. C'est pour montrer encore plus son courage, quoi. Et effectivement, ça va faire écho avec la scène finale où tu la vois qui a vraiment à sa place sur Yavin avec tout le monde et elle est bien. Et puis la scène de réception, la salle de réception, la salle de banquet, là. Donc non, ça c'était vraiment avec cette œuvre, l'œuvre de l'artiste. Ça t'enrichit encore le lore avec ça, donc non, c'est super. Tu t'enrichis le lore de Chandrila, qui est une planète qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Et puis tu as aussi l'agression de Bix pour dans les moments un peu forts. Cette scène, elle est quand même incroyable, où tu vois cet officier impérial. Déjà que Bix, elle a connu la torture en fin de saison 1. Là, t'as vu la tentative d'agression sexuelle. On peut le dire. Tu sens le cheminement de Bix et tu comprends au final pourquoi elle est prête à tant de sacrifices pour la cause. C'est que regarde ce qu'elle a vécu. Torturée, agressée et hantée. Le succès de ce premier arc qui est plus lent, qui est un peu plus hermétique quand même aux non-fans ou ceux qui ont
sont pas vraiment rentrées dans la saison 1. Je pense qu'elle est due à la réal et à la qualité vraiment technique de ce qu'on a eu, quoi. Le lore et toute la direction artistique. Donc non, ça c'était quand même un très bel arc. J'ai mis 15 sur 20 à l'époque, selon avec la fameuse échelle du Jar Jar. L'échelle du Jar Jar, oui, bien sûr. Ouais, c'est une note que je partage à peu près cette note. Mais effectivement, je rejoins ton point de vue sur le côté direction artistique réelle qui fait beaucoup parce que hormis ce qui se passe avec Krennic, t'as peut-être moins de scènes marquantes. Même si ça reste très bon, mais bon, par exemple l'arc de Cassian sur Yavin. Pourtant c'est sympa de voir qu'il s'agit de Yavin. J'avoue que je l'avais pas vu venir pour être honnête. Mais toute cette bataille entre les deux milices qui je me suis même dit pourquoi ils se tapent sur la tronche. Et c'est trop long en plus. Ouais, c'est un peu trop long, c'est un peu dommage. Après, symboliquement, ça a un sens. Ça a un sens parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous et tout. Et quand tu prends un peu de recul, oui. En fait, ce qu'ils ont voulu nous montrer, je pense, c'est la division des différentes cellules rebelles à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à 5 ans ou 4 ans avant la bataille de Yavin. Et donc, ça prend tout son sens qu'on soit sur Yavin, qui va être la planète symbole de l'alliance de tous ces mouvements de résistance et de rébellion. Donc, je comprends ce qui a voulu être fait. Maintenant, est-ce que tu étais obligé de le faire avec un mouvement aussi bêta, j'ai envie de dire, que ceux qu'on voit? En fait, ça détonne vis-à-vis de la série, si tu veux, et du ton de la série, qui est quand même assez sérieux et tout. Et là, tu vois, un peu des idiots, les idiots du village, un petit peu, qui font même un Shifumi pour savoir qui a raison ou qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, et en plus, c'est trop long. À la limite, on nous l'aurait fait sur une ou deux scènes, et puis Cassian, ils sont tellement bêta qu'il va arriver à s'enfuir assez rapidement. Mais en tout cas, bon, je comprends la symbolique, je comprends la volonté. Je trouve que dans l'exécution, c'était peut-être ce qu'il y a eu de plus faible sur toute la saison. Passons maintenant à l'arc 4, 5, 6, donc ce deuxième arc qui, lui, va faire monter la tension et puis réunir un petit peu tous les personnages dans un but commun, ou tout du moins on va traiter d'un sujet qui va concerner à peu près tous les personnages, avec Cyril et Cassian qui vont infiltrer la société Gore, et on va enfin découvrir Gorman et ce qui se passe sur Gorman. On aura aussi Vel et Cinta un peu plus tard dans l'arc qui vont infiltrer également la planète et la société et la résistance de Gorman. On aura Mon Mothma qui va justement aussi être concernée par tout ce qui se passe sur Gorman, et elle qui va essayer de jouer encore politiquement avec les manettes qu'elle conserve encore. Et elle va essayer d'user de tout son poids politique qu'elle peut encore avoir et que peut avoir encore le Sénat impérial à ce moment-là. C'est d'ailleurs bien de voir cette progression du Sénat impérial. Tu sens qu'il y a encore un jeu politique, un jeu parlementaire qui peut être fait, et ce qui est totalement annihilé dans les arcs qui vont suivre. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Sur Coruscant, on a également Luten qui lui va piloter un petit peu toutes les actions qui vont être faites sur Gorman, et on a un petit arc annexe avec Wilmon qui part sur Tkar avec So. Donc c'était sympa d'ailleurs de revoir Tkar, ça fait une connexion avec la postlogie. Cet arc-là, il sert de monter en tension. Encore une fois, on met encore en contexte, d'où le rythme aussi un peu lent et des critiques que j'avais pu voir fleurir un petit peu sur ce début de saison, mais qui est tellement utile au final à ce qui va se passer derrière que tu peux pas reprocher d'avoir mis autant de richesse au lore de Gorman. C'est la pièce maîtresse de cette saison probablement, Gorman. C'est ce qui va nourrir la rébellion ensuite. Ils ont leur vrai argument, quoi. Ils ont leur c'est le point zéro en fait. Et la naissance de la rébellion pour moi c'est Gorman. C'est clairement à ce moment-là, même si des cellules effectivement elles étaient déjà, il y avait déjà une organisation qui était faite, mais celle qui allume la flamme de la rébellion à l'échelle galactique, c'est Mon Mothma par son discours à la suite des événements de Gorman. Donc t'as entièrement raison. Et j'ai bien aimé que ça soit sur plusieurs arcs. Parce que c'est tellement une pièce centrale, encore une fois, dans l'équation. Et même cette plaza, effectivement, qu'ils ont créée, ou recréée, je sais pas s'ils se sont inspirés d'un endroit, mais elle est immense. Effectivement, on le voit bien. J'ai vu quelques images de tournage, et c'est vrai que c'est fou. Ils ont dû mettre des sacrés moyens, donc je comprends qu'ils aient voulu rentabiliser le moment et l'endroit. Les influences, si jamais vous aviez pas vu mes vidéos précédentes, mais ils en ont un petit peu parlé. Effectivement, cette plaza, c'est Turin. Apparemment,
vraiment. Donc c'est l'Italie, l'influence italienne et les cafés, etc. Tu vois, c'est plutôt Turin, l'Italie du Nord en fait. Et avec une architecture aussi scandinave, un petit peu ce blanc, tu vois, voilà, sur la place. Hein, oui, sur la place, parce que et après, quand on va en dehors de la ville, ça va avec l'influence majeure du peuple gore. On est chez nous là. Là, on est chez nous. À domicile. Nous, on n'est pas parisiens, mais c'est Paris, quoi. C'est Paris. Palmo, c'est Paris. On voit les bâtiments un peu style haussmannien, vraiment les mêmes formes architecturales, les toits, etc. La planète doit être quand même immense, parce que tu vois juste ce centre et cette ville, mais au loin, on voit qu'il y a des vallées quand même. C'est pas tu tout, sens qu'il doit y avoir. Oui, bien sûr. Tu sens que la planète, justement, elle est riche, et c'est ce qu'ils ont voulu montrer. Et à quel point c'était cruel, même si aucune planète ne mérite d'être détruite, mais c'était cruel de la part de l'Empire de sacrifier cette planète-là. Oui. Et puis ça nous permet aussi de voir Cassian dans ses œuvres et de le voir un petit peu évoluer. En le voyant vraiment en agent secret, là c'était le 007 parfait, et tu sens l'école luthène, la Luthen's touch, tu sais, quand il arrive très 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 précieux sur lui-même. Moi j'ai vraiment adoré ça, de le voir comme ça. Si tu vois son évolution en saison 1, l'évolution elle est pas non plus flagrante, tu vois, tu sens que le début de son évolution va commencer à la dernière seconde du dernier épisode, quand il part avec Luthen. Là, sur cette saison 2, tu vois vraiment l'évolution de toute cette les palettes et les facettes que lui a enseigné effectivement Luthen. D'où l'intérêt de toutes ces ellipses. Le piège de faire des ellipses, c'est tu te dis que tu fais des ellipses, tu le dis, et puis tu le prends pas en compte au moment d'écrire tes personnages. C'est-à-dire que tes personnages, tu as l'impression qu'ils ont pas évolué. Là, tu le vois. À chaque fois, tu sens qu'il y a eu une évolution. Il s'est passé des choses entre les deux. Et du coup, j'avais beaucoup le débat en commentaire avec certains qui me disaient « Ouais, mais attends, on a envie de savoir ce qui s'est passé du coup. C'est trop nul d'avoir fait des ellipses et tout. » Mais c'est justement parce que c'est bien fait qu'on a envie d'en savoir plus, tout simplement. On a aussi, j'ai trouvé bien parce que ça amène vraiment un ton adulte. On le savait déjà avec Andor, mais de voir Bix autant en déchéance là sur cet arc, tu sais, où on la voit dans la planque, dans l'appart de planque un peu sur Coruscant, avec la drogue. Clairement, déjà, elle se drogue. Quand j'ai lancé l'épisode, il y avait marqué en haut à gauche, pas interdit aux moins de 12 ans, mais contient des scènes de stupéfiants et de je sais pas quoi. Et donc du coup, c'est clairement de la drogue. C'est même plus que c'est évoqué. C'est qu'en plus, Disney Plus le marque au début de l'épisode. Donc j'ai bien compris que c'était ça. Mais ça de toute façon, ça se voit. Et puis ça se voit sa tête. Hein. Elle a une sale gueule. De camé. Ça vient te donner encore une fois du crédit et t'enrichir encore une fois ce ton hyper adulte et hyper sérieux. Et tu sens que ce que tu vois, c'est grave, et ça t'implique encore plus émotionnellement quand même dans le. Tu prends pas ça avec légèreté, quoi. Non. Pour rester dans cet aspect adulte quand même de la série. Enfin, le retour de la politique, de la politique à l'échelle galactique sur cet arc-là, avec les premiers discours de Mon Mothma, les premiers jeux politiques, effectivement, je le disais, et le parlementarisme un petit peu qui se met en œuvre. On la voit essayer de faire des tractations pour des votes de loi, pour essayer de lutter encore une fois contre l'empereur Palpatine et ses projets. De Luthen, de lutter. Elle est ratée. C'est une vanne invisible. Elle est invisible. C'est une vanne invisible, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un concept. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'adore la politique dans Star Wars, donc j'étais content de remettre mes pieds au Sénat et de voir ce genre de scène. Idem. Et là, pour le coup, oui, c'est clivant, parce qu'il y en a qui vont te dire non mais attends, moi j'aime les sabres laser, j'aime les combats dans l'espace. Oui, quand tu regardes Andor, tu mais c'est pas pour voir les tractations et d'être sur Public Sénat en train de voir. Non mais tu vois ce que je veux dire. Je peux comprendre pour le coup que là ça clive. Donc c'est sûr. Bon, mais moi en tout cas j'ai adoré. Il faut de tout. Moi aussi j'ai adoré. On va avoir la mort de Cinta à la fin de cet arc. Qui revient un peu en express, en blitz. C'est peut-être effectivement l'arc qui est de personnage, j'entends, qui est résolu de façon la plus expéditive, rapide, on va dire. Mais en même temps, Cinta, sa personnalité depuis le début, c'est un soldat. C'est un agent de Luthen qui va aller d'un point A à un point B, dictée directement par Luthen. Elle va pas dévier de sa trajectoire. Et là, on lui demande d'aller prêter main forte. Elle y va et elle tombe en opération. J'ai envie de dire que c'était un peu le destin que on a montré pour elle. Donc moi, ça me choque pas.
J'ai trouvé la scène de retrouvailles avec Vel très intéressante. Moi, franchement, ça ne me dérange pas de l'avoir vu aussi peu sur cet arc. Je trouve que tout est complet. Non, moi non plus. Je m'attendais pas à une... on se doutait hein, qu'elle faisait partie de la liste des personnages, bien qu'on les revoit plus après, donc qui pouvaient potentiellement mourir, tout comme Vel. Au final, bon, elles n'ont pas le même destin. Mais je voulais pas une mort exceptionnelle pour Cinta. Je m'attendais peut-être à quelque chose de différent. Mais au final, oui, ça peut avoir du sens. Le fait que Cinta, c'est comme tu le dis, c'est un soldat, donc c'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel. Elle fait le job, c'est tout. Donc elle meurt d'une manière. Elle était malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Et voilà, que son destin finisse comme ça. J'ai envie de dire ainsi soit-il. De toute façon, il fallait bien que on se sépare des personnages au fur et à mesure des arcs. Oui. Après, donc, bon. Après, ce que certains me disaient, c'était oui, mais attends. Sa mort, elle est un peu pourrie, quoi. C'était en gros, elle est pas tuée ni par l'Empire ni tout ça. C'est sûr. En même temps, l'opération, elle est contrôlée entièrement par le BSI et par l'Empire. Au final, ils savent véritablement ce qui va se passer. Ils laissent faire pour justement montrer cette image de peuple insurrectionnel qui va dans le sens de la propagande qu'ils essayent d'amener autour des Gors. La rébellion. Ouais. Je trouve que ça montre aussi la fragilité des rebelles, tout simplement, de la vie des rebelles, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment des risques et pas que contre l'Empire, quoi. La lutte armée est risquée de base, et donc j'ai trouvé ça intéressant de faire une mort un petit peu pas anecdotique, parce que rien n'est anecdotique, mais quelque chose qui effectivement est pas quelque chose de, encore une fois, de sensationnel, de grandiloquent. On enchaîne avec 7, 8, 9, donc la continuité de 4, 5, 6. Le meilleur arc ? Ah, ça va être une question. Ça va être une question. Attends, ne va pas trop vite. Ça va être une question qu'on va se poser. Mais oui, donc là, on va rentrer clairement dans les événements de Gorman avec le massacre et puis toutes ses conséquences et donc le discours de Mon Mothma au Sénat et sa fuite de Coruscant. C'est l'arc clairement action de cette saison 2. Je pense qu'on peut le dire. De la tension encore une fois et effectivement les premières grosses émotions. Moi personnellement j'ai lâché mes premières larmes sur l'épisode 8 et sur ce qui se passe sur Gorman, dans une scène toujours magnifiée par la réalisation, la direction artistique, la musique, etc. Donc vraiment ils m'ont eu. J'ai pas respiré de l'épisode sincèrement. Pour moi nous sommes les Gors, la galaxie nous regarde, c'est le nouveau One Way Out, une seule issue de la saison 2, voilà, qui fait écho à la saison 1 je trouve. C'est vraiment on nous le rabâche quand même pendant une demi-heure d'épisode. Je crois que pendant la nuit je me demande si ça m'a pas réveillé. Tu l'as pas chanté? Mais c'est possible. Mais cet épisode. À voir si ça restera autant, on verra. Moi, je pense que oui. Cet arc, il est quand même complet. Il amène beaucoup de choses, de l'action, de la tension, de la politique, des conséquences sur la grande histoire, et en même temps, un lore approfondi sur la personnalité de Cassian avec ce que va dire la guérisseuse de la Force. Oui. Donc, c'est très important et c'est peut-être le cœur, effectivement, de cette saison 2, peut-être. Rentrons encore plus dans le détail peut-être pour parler des personnages qu'on n'a pas développés. Il y en a certains qu'on a pas mal évoqués. Là, on va pas en faire 12 tonnes dessus, mais peut-être sur ceux qu'on n'a pas véritablement évoqués. Revenons rapidement sur Luten parce que c'est un des personnages quand même emblématiques principaux et qui s'éteint là dans ce dernier arc et qui est au cœur de ce dernier arc. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Luten, alors que c'est le premier des rebelles, au final on peut dire, n'est pas autant d'importance dans l'Alliance et sur Yavin. Et je pense que c'est le pendant de Saw, peut-être de façon peut-être plus intelligente. Saw, c'est plus la lutte armée frontale, etc. Dans l'instantané, quoi. Voilà. Sur du terrain, sur le travail de terrain. Et à court terme. Et à court terme. Mais ce qui est la lutte armée, quelque part. C'est ça. Et le long terme, et le côté espionnage, renseignement, travail de fond, etc. C'est Luten, et qui va pas s'embêter avec des considérations politiques, et donc d'être entouré de sénateurs, avec une espèce de démocratie interne au mouvement, qui va dire oui, on agit, on n'agit pas. Lui, il ne cherche pas à comprendre. Si c'est essentiel pour la cause, si c'est essentiel pour la rébellion, c'est lui qui le sait, et il le sait de façon objective. C'est ça. Et il a besoin d'un cercle extrêmement restreint. Tu sens qu'il et peut des même soldats, des gens qui vont exécuter les ordres. Exactement. Quoi. Et tout ça, c'est illustré avec l'assassinat de Takolma.
Ouais. Parce que Mon, elle est là à vouloir trouver une solution. Lui commence à faire du chantage, avoir besoin d'argent, etc. Il sent, Luten, que ça va être un problème pour la rébellion, ce mec-là. Il est capable de balancer, même Mon Mothma, il boit, il vient de divorcer, etc. Donc tu sens le mec perdu. Et quand il sait ça, il y a cette discussion entre Luten et Mon Mothma, où lui sait ce qu'il faut faire, faut l'éliminer. Et il y a pas de sentiment. C'est un peu son truc à Luten au final. C'est d'éliminer tous les mecs. Non mais oui. Et quand t'es entre guillemets le chef d'une des organisations, tu peux pas prendre de risque. Tu peux pas prendre ce risque-là. Tu viens te compromettre pour une bêtise, quoi. Surtout que là, il compromettrait en vérité Mon Mothma, et Luten sait l'importance que peut prendre Mon Mothma dans ce mouvement. Ouais. Et donc du coup, il prend cette décision. Il a une influence et un niveau d'espionnage, et il arrive à collecter un nombre d'informations absolument exceptionnel. Et c'est de lui d'ailleurs, et c'est ce que dit Cassian et pas mal de personnages sur Yavin. Sans Luten, voilà, l'Alliance Rebelle n'aurait jamais vu le jour. C'est le tout premier rebelle. Et l'Alliance Rebelle fait un peu le lien entre la méthode Luten et la méthode Saw Gerrera, qui étaient deux méthodes de rébellion très différentes. Mais au final, l'Alliance Rebelle vient bien faire le lien entre les deux. Mais ouais, Luten, un personnage passionnant et tellement bien incarné par un super acteur. Ouais, en plus, sans parler de l'acteur, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'acteur, mais t'as raison. Il fait il apporte beaucoup de choses. Je suis désolé, mais forcément, quand t'apportes de la profondeur et quelque chose de mature, il te faut un acteur qui a plus de 50 piges, quoi, qui est avec une gueule un peu, tu vois, marquée, et tout. Un peu dur, un peu. Ouais. Moi, je trouve que c'est ce qui le rend encore plus attachant quand tu le vois sourire, etc. Tu le vois attaché à Kleya dans les flashbacks qu'on voit. Tu sens la personnalité qui est ultra complexe. C'est attachant parce que tu sais, et je pense qu'il sait que son destin, et comme tu dis, il le dit dans le monologue en saison 1, qu'il verra pas les fruits de la lutte et du combat qu'il a mené. Et effectivement, son destin, il le connaissait, et bah voilà, il s'accomplit là, et c'est c'est beau, c'est tristement beau. Et pour parler de son binôme, Kleya, qui est toujours en retenue et en même temps si importante quand même dans toutes ses actions, si combative, et puis qui va du coup aider la rébellion. On le sent à la fin de l'épisode 12 quand elle s'est un peu remise de toutes ses blessures, etc. On sent qu'elle va pouvoir... Là, elle a des amis un peu partout. Là, elle est entourée d'amis. Elle était entourée d'ennemis sur Coruscant. Là, elle va pouvoir respirer un petit peu malgré tout. Pourtant, elle voulait pas y aller sur Yavin. Oui, bien sûr. Elle précise bien à Cassian, et c'est un destin que j'aurais pas imaginé effectivement qu'elle finisse sur Yavin, parce que elle est un peu aux antipodes de tout ça. Elle est très solitaire aussi, Kleya. Elle a une méthode à la Luten pour combattre l'Empire. Et effectivement, je suis très content. C'est peut-être un des personnages avec lequel la destinée, je suis le plus content, parce que du coup, certes, elle perd effectivement la personne la plus importante de sa vie, mais elle retrouve beaucoup de personnes en qui elle va pouvoir se retrouver. Ouais. Donc c'est une belle fin pour Kleya. Et c'est un très beau personnage effectivement qui a été pareil énormément dans l'ombre de la série et surtout de Luten, mais elle a été au final très active aussi sur Ferrix. C'est elle qui fait le nécessaire, d'accord, les échanges, etc. Donc super. C'était un très bon personnage, bien développé, Kleya. Beaucoup aimé. Et on peut enchaîner avec Cyril. On n'en a pas trop parlé, notamment sur l'arc qui le concerne le plus, qui est l'arc 7, 8, 9, mais qui est quand même, moi je trouve magnifique, qui était un personnage hyper intéressant de cette série, saison 1 comprise. Et là, en cette saison 2, je trouve que c'est encore un step au-dessus, l'intérêt de ce personnage. Ouais. Et de voir toute cette personnalité hyper torturée. On comprend du coup d'où elle vient, cette personnalité-là. Oui. Quand tu vois sa relation avec sa mère, qui bien entendu explique beaucoup du personnage, mais donc ce désir de reconnaissance, il a toujours voulu vivre à travers une figure en fait. Et donc d'abord c'est sa mère, ensuite c'est l'Empire et la quête de l'ordre un petit peu. Puis c'est Dedra qui vient compléter effectivement cette image de référent entre l'Empire et Dedra. Donc ça j'ai adoré, et que ce soit un anonyme au final, parce que quand tu vois tu prends l'histoire globale de Cyril, ça aura servi à quoi? Cassian, il aura pas arrêté Cassian. Au final, son arc ne sert à rien. Ouais. Il aura jamais vécu pour lui.
Et donc du coup, ça reste un anonyme et c'est d'où le titre de l'épisode d'ailleurs quand il meurt, c'est qui Mais t'es. t'es qui, toi? Ouais, t'es qui? Et Cassian qui lui dit mais t'es qui? Attends, l'autre, ça doit rendre fou. Ouais, ça Le va, mec, fou. il est obsédé par le Ouais. retrouver, etc. Et il sait même pas qui c'est. J'ai lu que Tony Gilroy était très attaché à ce dialogue-là, enfin à cette Ouais. phrase-là de Cassian, et qu'apparemment ça avait fait beaucoup parler en interne chez Lucasfilm et dans les équipes, et qu'ils voulaient supprimer, ils n'étaient pas d'accord pour ce Ah passage-là. non, mais c'est totalement. Qui a énormément, et du coup Tony Gilroy a eu Gain de cause. C'est le personnage qui m'a le plus fasciné, je pense. Luten et lui pour des raisons bien différentes, bien sûr, puisqu'ils sont c'est peut-être les deux opposés, mais il m'a fasciné parce que déjà je le trouve drôle et ça fait du bien. C'est un des personnages, je trouve, les plus drôles malgré lui Ouais. dans la série. Bien sûr, tous les échanges avec sa mère, où vraiment, ça, j'ai Ouais, la adoré. scène du repas, Quand elle il est, mange elle est son incroyable. bol de choc à swing, tous Les chocs à swing. et choc à swing tous les matins avec son petit, sa petite boisson bleue. Ouais. Et puis, le bien repas sûr, avec des draps. le repas avec des draps, non mais incroyable. Quand il est en mange- PLS sur son lit, là. Je pense qu'on s'est tous tapé une énorme barre, avouons-le. C'est la scène la plus drôle des 2 saisons d'Andorre. Et il apporte beaucoup d'humour et une touche une patte un peu différente à la série qui Ouais. fait du bien. Et Après, et c'est- beaucoup d'humour exagérant rien. bah moi, Tu non trouves mais Ah ouais je suis pas hilar, bien Ouais. sûr en le voyant, mais à chaque fois que je le voyais à l'écran, j'avais ce Ouais. petit sourire que j'esquissais parce que je me suis dit putain qu'est-ce qu'il va faire. Et j'espérais qu'il puisse, c'était peut-être l'un des seuls personnages qui puisse basculer. On je y suis a d'accord peut-être un avec peu toi. pensé Ouais, bah, tous. Bah, tellement influençable que tu te dis qu'il Ouais. suffit de rencontrer la bonne personne et il aurait pu Exactement. partir de l'autre côté. Ouais. Et d'ailleurs, au moment, comme quoi le destin se joue vraiment à rien, parce que au moment où le massacre de Gorman commence, on le sent absolument paralysé et Oui. terrifié par les événements. D'ailleurs, il se barre, hein, il peut rester dans le cortège. Tu trouves qu'il est terrifié? Il Il a peur, toi? bah, il y a un moment, Je trouve qu'il est peut-être plus pas pour lui, abasourdi de tout ce qui se peut-être passe. abasourdi. Alors, j'ai peut-être pas le terme précis. En tout cas, la scène est au ralenti. Oui. On sent bien que le monde est en train Ah oui, de s'écrouler, pour lui. s'effondrer. Mais oui, mais Donc parce oui, qu'il se j'ai rend peut-être compte, pas en dit fait, lui, son truc, c'est qu'il cherchait l'ordre depuis le Ouais. début. Ouais. Il se rend compte que ceux qui créent le désordre, un désordre volontaire, c'est l'Empire C'est qui eux. organise le Ouais. désordre. Ouais. Et donc il se rend compte du mauvais camp dans lequel il était depuis le départ. C'est tellement un personnage que j'affectionne que j'aurais aimé que ça finisse pas comme ça pour lui, mais oui, bien sûr que ça a énormément de sens. De toute façon, au début de la bagarre avec Cassian, sauf miracle, tu te Ah dis, oui, mais après, c'est fini. les dernières minutes, effectivement. Ouais. Et c'est Non, pas mais- mal que ce soit, ça donne un rôle encore plus important j'ai mangé À son Carol prénom, Rylance. à Carol Rylance, que ce soit lui du coup qui l'élimine, Ouais. qui est la figure de la résistance sur Gorman. Je trouve ça bien que ce soit lui qui l'élimine au final et qui sauve Cassian. Et pour enchaîner sur des draps, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais le karma, j'ai envie de dire, Ah, de la scène finale. Alors est-ce qu'elle est sur Narkina 5? Je sais pas, ça a l'air d'être une prison 100% féminine là. Ah, Tu vois une cellule juste à côté où il me semble que tu vois les hommes et les femmes sont séparés là. j'avais pas fait attention. Cassian quand il est sur Oui, Narkina 5, c'est il y a pas vrai, de c'est femme, vrai. hein. En tout cas, c'est la même tenue avec l'épaule orange ici. Donc, Ouais. Mais tu te rends compte la question, c'est est-ce qu'elle va manger des ordres de Kino qui part Oh, le pauvre. un miracle n'est pas mort et est resté sur Non, la arrête, planète. je Non, m'en je suis plaisante. toujours parmi. Je Ça m'en suis fait- ça- toujours parmi non, ça fait de mal. Kino. Je plaisante. C'est pas nager. Ça sert à rien d'en faire des tonnes sur des draps parce que c'est un personnage qu'ils ont quand même voulu écrire comme quelque chose de caricaturalement fanatique, on va dire. Elle est conditionnée, embrigadée par l'Empire depuis le plus jeune âge, c'est ce qu'elle dit, et on le sent, du coup, c'est son univers, l'Empire, j'ai envie de dire, et donc que quelque part, à vie, elle soit dans une prison, parce qu'elle a été au final dans une prison un peu mentale toute sa vie, et donc finir son existence en prison, la vraie prison pour le coup, et qu'elle paye ce qu'est l'Empire, c'est-à-dire le mal, que ça ait des répercussions sur elle, c'est tout à fait logique au final. C'est très juste. Et mention spéciale à l'actrice quand même qui a dû tirer la tronche pendant 2 saisons dans la peau, franchement, parce que j'ai lu une interview d'elle là et c'était assez marrant de regarder. Et c'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir ce visage fermé. Je pense qu'elle a dû vraiment travailler sur elle. J'ai lu également, pour la petite anecdote, qu'elle s'était beaucoup renseignée entre la saison 1 et la saison 2 sur toutes les tortionnaires femmes, toutes les crimes en série, enfin les tueuses en série, pour s'inspirer un petit peu de leur personnalité, les traits de caractère, etc. Et c'est vrai qu'on ressent que dans son cerveau, ça va à 3000 à l'heure quand elle écoute un petit peu tout le monde autour de la table, même quand son supérieur hiérarchique, dont j'ai mangé le nom,
Partagaz, le nom, je me suis Le nom est incroyable. Il est incroyable. Et elle l'écoute, mais tu sens qu'elle est quand même très intelligente, elle est brillante et c'est très bien incarné, c'est très bien joué par l'actrice. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage quand même de Dedra. Elle est folle, elle est follement incroyable. Donc ouais, et elle fait écho à Cyril. Enfin, je sais pas, c'est deux personnages très différents, mais finalement, le fait qu'ils aient été ensemble. Ouais, pendant c'est vrai très que peu cette de temps, relation de couple, elle est folle. Franchement, elle est ils folle. sont aux opposés et du coup, La scène où il arrive de Gorman et qu'elle lui dit éteins la lumière. Ouais. Et tu sens. La victime. Non, mais vraiment, et tu sens mais la tristesse. Ouais. Et donc du coup, ça fait écho à la relation de couple entre Cassian et Bix, qui est là, passionné, Totalement basé sur différent. l'amour et tout. Ah oui. Tu les vois où eux ils sont très tactiles. Voilà, c'est ça. On voit les scènes avec les mains où ils se touchent, etc. D'ailleurs, c'est très joli. Ouais, c'est très joli. Et eux, éteins la lumière. Mais même les baisers, même les où on a dû voir deux bisous peut-être, deux baisers, même les baisers, ils sont autoritaires. C'est autoritaire, un baiser autoritaire. Baiser autoritaire. Et c'est ce qui fait la richesse d'Andor, hein, c'est que c'est pas qu'une série sur Cassian Andor, c'est qu'on a eu une flopée, une myriade de personnages charismatiques et passionnants. Et, Même chez les méchants. Et ouais, et ça fait toute la différence, ouais. Et puis pour finir peut-être avec l'Empire, ce personnage de Partagaz, ça sert à rien d'en faire des tonnes, mais cette scène de fin en tout cas, je la trouve super intéressante. Ah oui. Parce que oui, elle fait écho à des scènes qu'on a connues dans l'histoire. Tous les régimes dictatoriaux, comme l'URSS de Staline ou le régime nazi, bien sûr, tu as ce côté, allez, tu sais de toute façon ce qui va t'arriver, mon pote. Vaut mieux, on n'a pas besoin de trop d'en dire. Tu sais ce que tu as à faire. Liquide-toi, t'as failli à ta tâche. Et la réalisation, encore une fois, qui est très forte, puisque tu ne vois pas la scène, tu te doutes de ce qu'il se passe. Son collègue, d'ailleurs, se doute de ce qui se passe, parce que quand il lui dit, voilà, quand Partagaz lui dit, j'ai besoin d'un petit moment pour reprendre mes esprits, il bug pendant 3 à 4 secondes et il comprend. Et il sort, et d'ailleurs, il se met devant les Stormtroopers et il leur met juste la main comme ça. Franchement, c'est puissant. On se doute de ce qui va se passer, mais ouais, moi ça m'a fait, ça fait mal au cœur. Après, c'était un peu un salopardos. Non, mais le truc en plus, c'est que encore une fois, c'est là où c'est fort dans l'écriture et dans la réalisation, c'est-à-dire que tu ne montres pas. Et c'est là toute la puissance du truc. Et en fait, tu te rends compte de la cruauté de l'Empire. C'est-à-dire que c'est un système qui broie tellement les gens ou qui ne te laisse pas le droit à l'erreur. Voilà. Dès que tu sors de la ligne, c'est fini pour toi. Et on n'a juste pas évoqué dans la scène le moment fort. C'est le début de cette scène où Partagaz écoute le discours du petit jeune de la saison 1 de Nemik, bien sûr, Caris Nemik. Il est génial, lui, son journal. C'est un manifeste, le manifeste. Ouais. Et ce dialogue ce monologue qui m'était déjà resté en tête lors de la saison 1 et là qui ressort, c'est puissant. C'est puissant parce que c'est tellement puissant que lui-même est touché. En fait. En fait, il réalise que l'Empire a perdu déjà. Ouais. Moi, je pense qu'il le sait. Je pense qu'il le sait. C'est-à-dire que il dit de toute façon, t'as son collègue qui lui dit, oui, on a du mal à la contenir, etc. Et Partagaz qui dit, c'est dans toute la galaxie maintenant. Et les paroles sont tellement puissantes que ça revienne aux oreilles de l'Empire. C'est génial. On peut peut-être parler de Saw un petit peu. J'ai bien aimé qu'on comprenne un peu plus sa folie, qui témoigne de sa soif de liberté en fait, et ce passé qu'on connaissait déjà tragique dans Clone Wars bien entendu, mais là il parle de son enfance et de ce qu'il a pu connaître et de sa dépendance à certaines, parce qu'on se doute qu'il n'est pas sain quand même d'esprit, notre ami Saw, et qu'il a besoin de cette substance, le ridonium là, les vapeurs de ridonium qu'il peut sentir, et donc du coup ça te fait une connexion à Rogue One avec, pour moi, c'est clair, c'est ça qui respire dans Rogue One. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand il respire, après, il devient... Tu es venu pour me tuer dans Rogue One, tu te souviens? Donc, ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est sûr. Pour moi, c'est ça. C'est introduit comme ça. Parce que d'ailleurs, avant ce vol de ridonium, il a pas son masque. Non, il l'a pas. T'as raison. Il l'a après. Ouais, bien vu. Et ce monologue, bon, Tony Gilroy, il est fort pour écrire des monologues. Saw là, il en a un très beau avec Wilmon.
et magnifié par une musique aussi qui était vraiment très très belle. Qu'on aurait pu avoir une scène un petit peu violente dans la saison 2 avec une action, voilà. Des partisans, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est un peu dommage, c'est vrai. Pas énormément de choses à dire sur Saw, mais voilà, encore très bien incarné par Forest Whitaker. Il n'y a plus grand chose à dire sur cet acteur. Hein. Ouais. C'est exceptionnel et j'aurais aimé voir plus de Saw, mais il y a déjà tellement de personnages. Parlons peut-être une dernière fois de Mon Mothma. Cette série, vraiment, elle rend hommage à ce personnage qu'on sent très important pour l'Alliance Rebelle quand on regarde la trilogie originale, mais qu'on n'a pas le temps de développer du tout, qu'on voit très très peu. Et donc là, de la voir autant et de voir son importance dans la création de l'Alliance Rebelle, pour tous les fans, et notamment les fans de la première heure, je pense que ça a dû être quand même très touchant de voir ce personnage évoluer. De l'avoir déjà souffrir et de l'avoir en difficulté, notamment sur ce début de saison 2, de voir qu'elle va être obligée de tout sacrifier, et notamment sa famille et ce qu'elle a de plus précieux, sa fille, pour la cause. Mais on voit que là où elle est le mieux au final, c'est en étant fidèle à elle-même et à ses convictions, et donc sur Yavin avec les troupes qui vont servir la cause, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est un personnage extrêmement charismatique. C'est un peu la femme du 21e siècle, j'ai envie de dire. Mon Mothma, non mais je veux dire, elle est belle, elle est charismatique. Franchement, elle a tout pour elle, et pourtant, Dieu sait qu'elle a pas que des amis autour d'elle, et c'est compliqué avec sa famille. Je fais quand même une mention spéciale sur ses costumes. Si je peux me permettre. Si Andor ne gagne pas je sais plus si c'est les Emmy Awards ou les Golden, je sais plus ce que c'est. S'il gagne pas les meilleurs, entre autres costumes, ça mériterait d'autres récompenses. Je suis d'accord. Mais les costumes de Mon Mothma sont absolument dingues. Sa coupe de cheveux aussi qui a été qui a évolué au fur et à mesure, mais la coupe de cheveux qu'elle a dans la majeure partie de la saison 2, vraiment magnifique. Effectivement, ça rend toutes célèbres ces lettres de noblesse au personnage et à l'aura qu'elle a dans son discours de l'épisode 6, où tout le monde est autour d'elle et est en train de l'écouter pour mener à bien la mission ultime de la trilogie originale. Et là, voilà, on comprend pourquoi c'est la big boss dans la trilogie originale, quoi. Donc bravo. C'était super de voir Erskine Semaj et de faire une petite connexion à Rebels, parce que c'était un personnage qu'on avait vu dans Rebels, son attaché sénatorial, et là qui nous mettent en live action, c'était vraiment bien. Ça va, du coup, c'est cohérent avec la connexion qui est faite des événements même qui se passent de sa fuite de Coruscant. J'en ai parlé dans ma vidéo avis sur l'arc qui est concerné. Mais ça, c'est bien, et le fait de parler d'Erskine Semaj, ça me permet de parler de tous les autres un petit peu personnages qu'on a pu voir, que ce soit Melchi, qu'on voit aussi, et là, tu as une vraie connexion aussi à Rogue One. Ils remettent ce personnage qu'on avait vu en saison 1 qui s'enfuit avec Cassian de Narkina 5, etc. Ça, c'était super intéressant. On va pas développer trop, mais Wilmon, qui du coup lui aussi va rester sur Yavin et qui va continuer la lutte. Le mari de Mon Mothma, on parlait de Mon Mothma, mais qui va finir du coup avec la femme de Davos Sculdun. Vraiment la déchéance totale. La société de Coruscant est complètement... Voilà, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, tu sens qu'il va sombrer dans l'alcool, enfin bref. Il a ce qu'il mérite, honnêtement, franchement, ça ne m'étonne pas. Ce final là, c'est parfait pour lui. On n'a pas parlé de Brasso, qui décède aussi, qui était un des personnages quand même importants. Moi j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a entre les deux, qui est vraiment une relation de... Brasso, c'est le grand frère, clairement, de Cassian, qui va protéger Bix. J'aimais beaucoup l'acteur, je trouvais qu'il dégageait il dégageait vraiment quelque chose. Et ça m'a beaucoup ému en fin de saison 1 quand Cassian arrive sur Ferrix pour les funérailles de sa mère, et que Brasso le prend dans les bras, et qu'ils ont pas besoin de parler. Enfin voilà, j'ai trouvé... Tu sens la connexion très forte entre les deux. Donc effectivement, le fait qu'il décède très tôt dans cette saison, sans avoir pu retrouver Cassian en plus, donc c'est vraiment cruel. Et la relation, elle est puissante entre Cassian et lui, donc et même avec Bix, c'est un peu le protecteur, c'est un peu le chef de la famille en quelque sorte. Donc on sent que B2 aussi, il a une connexion avec lui. Et puis sans parler de la mère de Cassian, effectivement, à la fin de la saison 1. Donc un petit peu les boules qui meurent un petit peu comme ça, quoi. Par un tir de Stormtrooper précis pour une fois. Ça arrive dans le dos en plus, non? Ouais, bah oui. Donc un peu lâche, un
un peu bidon, mais bon, il fallait bien que ça arrive à certains personnages, donc c'est triste pour lui. Ouais. On peut aussi parler rapidement de tous les personnages sur Gorman qu'on a vus. Moi, j'ai adoré Caro Rylance, j'ai adoré... Alors, j'ai beaucoup aimé, moi, les performances d'acteurs. Ça a été pas mal un débat aussi, ça, parce qu'il y a eu pas mal d'acteurs français, etc. Et j'avais beaucoup de ceux que je lis en commentaire régulièrement qui me disaient je suis pas trop fan et tout, d'avoir des accents français. Après, c'était vraiment un choix, pour le coup, artistique de Tony Gilroy, de faire un langage qui va être développé et un lore qui va être développé avec des accents comme Diego Luna a un accent hispanique assez quand même prononcé, et donc du coup ça fait partie de son lore et de et c'est afférent à une planète, une population d'une planète en fait. Et donc là sur Kenari pour Diego Luna, et donc sur Gorman c'est l'accent français qui vient marquer la singularité du peuple, quoi, Gore. Et enfin, moi personnellement j'ai trouvé ça brillant, et en plus de ça Cocorico, parce que forcément d'avoir une connexion France-Star Wars, c'est génial. Ouais, c'était trop bien. Mais oui, donc Caro Rylance, là pour le coup joué par un acteur allemand mais qu'on connaît bien et qui parle français, qui a déjà joué un officier nazi, c'est ça qui est incroyable. Oui, ça c'est fou. Donc là de le voir de l'autre côté en résistant et en chef de la résistance, et en plus ce qui est génial, je trouve, et notamment ce qui est bien dans les ellipses, c'est que tu le vois au début en chef de la résistance parce que tu te doutes que c'est un peu la personne la plus brillante, un peu charismatique, etc. Et puis quand tu reviens sur l'arc d'après, c'est plus vraiment lui qui est en charge et en bout de table, mais c'est Lésine qui est joué par Thierry Godard et qui lui prônait une action un peu plus ferme, tu sens. Donc tu sens qu'il s'est passé quelque chose, c'est une passation de pouvoir et que le peuple gore s'est radicalisé. Donc ça c'était super intéressant aussi de suivre ça. Et Lésine du coup, moi j'aime bien cet acteur, et j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien et qui au final en plus était pour la lutte armée plus dure, etc. Et qui au final est résigné et finit par une manifestation limite pacifique sur la plaza, parce qu'il monte pas de plan véritablement, tu vois. Je voulais dire une connerie, là, je te sens, je connais ton œil. Il lésine pas sur les actions à mener. Voilà, elle était faste. Mais oui, j'aurais dû l'avoir venir. T'es naïf, je suis bien naïf. Elle arrivait à 12 000, celle-là quand même. Oui, je suis bête. Et puis de voir toute cette jeunesse un peu sacrifiée. Les personnages de Dylan, Enza Rylance, la fille de Caro Rylance. Et puis Tela, le réceptionniste de l'hôtel que j'ai beaucoup aimé, lui, il est génial. Et qui nous sort quand même la phrase qu'on va retrouver dans Rogue One, l'espoir est la base de toute rébellion. Ouais. Donc la phrase vient de Gorman et donc un peu de France. Exactement. Ouais, t'as raison de le dire. Non mais donc ouais, c'était super. Tout cet arc sur Gorman et les personnages sur Gorman, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi. Je me suis beaucoup attaché à eux, donc ça c'était top. Parlons de Bail Organa maintenant, parce que du mini drama qu'il peut y avoir dans la série, mais c'est forcément le recast de Bail Organa. Il avait toute sa place dans cette histoire, c'est une certitude. Avec Yavin, l'Alliance Rebelle, tu pouvais pas faire autrement. Non. Donc ils ont essayé d'avoir Jimmy Smith. Apparemment, il était pris avec les calendriers de tournage sur une autre série. Il n'a pas pu la faire. Et peut-être qu'il demandait, il était peut-être un peu trop gourmand. Et donc du coup, c'est l'acteur Benjamin Bratt qui a pris le relais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce recast, toi ? Sincèrement, l'acteur est excellent. Moi, j'ai trouvé qu'il a vraiment bien fait le boulot. Il lui ressemble sans trop lui ressembler. Effectivement, tu le sens. Enfin, en apparence, il a l'air un peu plus vieux que Jimmy Smith, je trouve. Mais justement, ça lui donne un côté encore un peu plus mature, encore un peu plus sûr de lui. Et quand il prend la parole, il est très charismatique. Les échanges avec Mon Mothma, je les trouve vraiment bons. Oui. Bien sûr, c'est dû aussi à l'écriture des dialogues, qui font beaucoup aussi. Mais c'est aussi la réussite d'un super jeu d'acteur. Donc, moi, je valide complètement son recast. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'acteur est bon. C'est pas un problème de jeu, mais plus d'incarnation. C'est-à-dire que, bon, déjà, on est habitué à Jimmy Smith, on avait envie de le voir. C'est une déception de pas le voir. Il est plus petit, hein. Ça joue, je pense. J'allais te le dire. C'est-à-dire que je le trouve quand même, malgré tout, moins charismatique. Et puis, on était habitué, je trouve, il dégage quelque chose de positif, ce que dégage un peu moins l'autre acteur, je trouve, naturellement. Et puis en plus, comme ils veulent lui faire et lui ajouter de la complexité dans les derniers épisodes, en étant un peu en opposition avec Cassian, etc., ça serait beaucoup mieux passé avec Jimmy Smith. Alors que là,
bah, tu te dis, attends, le perso là, Bail Organa, normalement c'est quelqu'un qu'on aime, tu vois, absolument. Et ça passe un peu moins bien avec le personnage. Voilà, c'est juste ça. Non, c'est un argument très audible et je suis assez d'accord avec toi avec un peu de recul. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Je suis d'accord. C'est quand même très, très bien, mais effectivement, l'image de Bail est bien différente quand même de ce qu'on a vu là, notamment dans les derniers épisodes où un peu plus fermé, en opposition avec Mon Mothma. Ça finit un peu sur bon. Heureusement qu'il y a que la force soit avec nous. Ouais. Là, j'avais envie de lui serrer la main et de lui dire merci. Donc voilà, sur Bail, ce qu'on pouvait dire, je pense qu'on a tout dit. Oui. Et on va finir avec, bien sûr, Cassian. Quand même. Quand même. Juste de voir l'évolution de ce personnage, un personnage secondaire, d'un spin-off. On développe une série autour de lui. Qui était, je le rappelle, plutôt décrié dans Rogue One. Un personnage, on disait, il n'est pas très intéressant. Au moment où il y a eu l'annonce de la série sur Andorre, il y a beaucoup de gens qui avaient gueulé et qui disaient non mais attendez, vous êtes sérieux, il n'y a pas 12 milliards de choses plus intéressantes à développer. Je pense qu'ils ont fait fermer des bouches. Après, par contre, on sent qu'il y a du potentiel dans le sens où c'est vraiment l'officier rebelle ou le soldat rebelle par excellence qui pourrait incarner la rébellion et le soldat rebelle et les missions de l'Alliance rebelle. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire effectivement Andorre, c'est qu'il y avait un potentiel de traiter de l'Alliance rebelle. C'est surtout ça. Bien sûr. La force de la série, c'est d'avoir traité de toute cette galerie de personnages, ça c'était vraiment super, mais en même temps de ne pas délaisser le personnage principal et de l'avoir fait évoluer, passant d'un mec qui se pose pas véritablement de questions dans cet univers, qui essaie juste de survivre. Qui voit pas trop plus loin que le bout de son nez, qui sert un peu ses propres intérêts, c'est une sorte de mercenaire on va dire au tout début de la saison 1, Et puis tu le vois évoluer, ses motivations et ses aptitudes au fur et à mesure de son parcours. Et j'ai trouvé ça super. Moi j'ai beaucoup aimé Cassian. Au final, on s'attache pas mal à Cassian. Et toute son histoire, sans parler de toute son histoire avec Bix. Et du final, on en a déjà parlé. Et je l'ai adoré, il est incarné. Diego Luna aussi, j'aime bien revenir sur les acteurs aussi. Je sais que toi aussi, mais c'est un super acteur qui est très talentueux. Je trouve qu'il a pris une autre dimension dans cette saison 2. Ouais, je suis d'accord. Il a encore passé un cap de dingue. Mais peut-être parce qu'on a aussi assimilé l'acteur. Oui, t'as raison. Je sais pas. On n'aura pas eu de résolution quant à sa sœur, mais bon, on se doute que normalement, c'est quand même le tout début d'Andorre. Hein. C'est la quête de sa sœur. Mais bon. Alors j'ai eu des commentaires et il y a des hypothèses. Allons-y. J'ai entendu des Cléa est la sœur d'Andorre, enfin de Cassian, ou même j'ai entendu des Dedra. Par contre, les amis, faut arrêter un peu les conneries, non? Non, mais faut arrêter le ridonium, les amis. Non, je rigole. Non, mais tout est. Je plaisante. C'est bien possible. théorisé, oui. Tout est possible, mais je pense, vu l'écriture de Tony Gilroy depuis le départ, qui ne veut pas faire des connexions à tout bout de champ, mais qui veut apporter du sens aux choses, je pense qu'il faut s'en tenir à ce que dit Marva à Cassian, en lui disant. Ta sœur, en gros, laisse-la partir maintenant parce que personne ne s'en est sorti sur Kenari et tu la retrouveras peut-être jamais. C'est bien d'avoir fait ce rappel avec Cassian qui pense à sa sœur, mais je pense pas que ça aille plus loin que ça. Si c'était Cléa, ils auraient repris la même actrice que la petite qu'on voit saison 1 pour jouer les flashbacks avec Luten. Donc bon, voilà. C'était des petites théories que j'avais entendues. Il n'y a pas de connexion à faire. Et au contraire, je trouve que le message, c'est que Marva dit à Cassian, c'est d'essayer d'aller de l'avant. Et de toujours voir ensuite ce qui peut arriver derrière et d'être focus sur le futur plutôt que sur le passé. Et donc du coup, c'est clairement ça qui est évoqué avec le souvenir de la sœur de Cassian. Exactement. Je fais une petite aparté vu qu'on est dans les théories, mais il y avait aussi une théorie comme quoi le fils de Bix et Cassian pourrait être Podamron. Ah bon? Oui. J'ai pas lu ça. Alors ça, je l'ai lu, sauf qu'apparemment Podamron serait né en 2 avant la bataille de Yavin et pas en 1. Donc il n'y aurait qu'un an d'écart. Après ça, ils peuvent le retcon. Ils peuvent le retcon. S'il y a une connexion qui doit être faite, c'est une connexion a posteriori. C'est-à-dire qu'en gros, Disney s'empare du truc et se dit il faut absolument faire une connexion et qu'on mette une connexion entre les deux. Pour moi, Tony Gilroy, à aucun moment,
Non, il a pensé à ça. non, À aucun moment il a pensé à faire une connexion à... Non, pas du tout. J'aime sa simplicité et il est vraiment pas prétentieux et ça s'est ressenti tout au long de son écriture et des 2 saisons. Il a fait revenir aucun personnage. Alors, il y en a eu quelques-uns, bien sûr, Bail Organa, parce qu'il fallait se servir de ça dans l'histoire. Mais rendez-vous compte, on n'a pas vu une seule fois l'Empereur Palpatine. Enfin, je veux dire, c'était... Moi, je me suis dit à un moment, on va le voir dans la saison 2 pour qu'il y ait un final grandiose. Et en fait, c'est pas la marque de fabrique, c'est pas son architecture à Tony Gilroy. Donc, on l'a pas vu. On aurait pu voir Tarkin, on aurait pu voir même un Dark Vador, tu sais, avec un showrunner un peu semi-bidon. Ouais, tu dis on va faire une scène, allez, voilà. histoire de. Voilà. Ouais, non, zéro fanservice. Zéro fanservice, donc. Ouais, c'était bien. On en a beaucoup parlé, mais on finit quand même avec la direction artistique parce qu'il faut vraiment rendre hommage parce que c'est vraiment le plus beau projet Star Wars. Là, pour le coup, c'est un jugement objectif que je vais aborder, je pense. En termes techniques et de richesse sur la direction artistique, donc décors, costumes et effets spéciaux. Alors, la série ne repose pas sur les effets spéciaux. Il y a eu des choses très belles sur d'autres séries et peut-être même un poil mieux en effets spéciaux, mais par contre sur tout ce qui est recherche, costume, décor, lore, etc., c'est intestable, Andor, sincèrement. Ah ouais, je te rejoins complètement. On a eu quand même une flopée de planètes. Déjà, il a fallu se creuser la tête, mais ouais, on a des planètes comme Minaro, par exemple. On démarre la saison comme ça avec ces grands champs de blé, probablement. Beau. C'était superbe. J'ai beaucoup aimé aussi Ferrix. C'est peut-être la planète que j'ai préférée de toutes les. Bah, il y a eu Chandrila quand même, parce que Chandrila, il y a ce côté grandiloquent qui. Chandrila, tu vois que la maison de Oui, bien sûr, mais. Tu sens que c'est des planètes quand même où il y a de l'argent, je sais pas. Oui, bien sûr. Voilà, il y a de la dorure, etc. Ça peut faire penser à Naboo. C'est ton côté un peu bling bling qui ressort tout de suite. Hein. Mais ouais, la planète qui m'a peut-être le plus fasciné, c'est Ferrix, parce que je trouve que déjà elle a un rôle essentiel en saison 1 et c'est beau de voir tout ce qu'ils ont développé, effectivement les costumes de couleurs, du orange, du jaune, mais toujours dans les mêmes tons qui rappellent d'ailleurs le ton, je crois, de la terre, ou du moins qui la brique. Ouais, exactement. En tout cas, ouais, la richesse visuelle des décors, elle a été dingue. Des costumes, j'en ai parlé avec Mon Mothma. Bah franchement. Et tout le monde, même pas que Mon Mothma. Oui, bien sûr, c'est la quintessence. Mais même la figuration. Le détail sur la figuration qui est quand même incroyable. Et puis parlons peut-être de la musique, parce que en plus il y a eu un mini drama qui était, on a eu un compositeur ultra doué qui est Nicolas Britell sur la saison 1. On nous annonce juste avant la saison 2 que c'est pas Nicolas Britell qui va faire la musique de la saison 2, mais un peu un inconnu qui s'appelle Brandon Roberts. Moi, j'étais un peu sceptique. Au final, le travail est vraiment magnifique. La musique un peu discrète sur le début de saison 2, je me disais, aïe, à part le thème de Niamos, vraiment cette musique de fin et voilà le remix d'un thème déjà existant en saison 1, et puis la réutilisation des différents thèmes, voilà. Mais tu vois, par exemple, même dans les écrans titres, etc., je trouvais ça un peu plus grossier, moins subtil que ce qu'on avait pu avoir en saison 1. Ouais. Mais j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que Nicolas Britell, et je l'ai vu tout de suite de toute façon, dès le 2e arc, je crois, avait composé des thèmes pour Gorman. Parce que je m'étais dit, purée, mais qu'est-ce qu'il aurait fait avec Gorman? Parce qu'il se serait vraiment fait plaisir à utiliser ça. Et il a participé, ils ont fait des morceaux conjoints entre Brandon Roberts et lui, et il a également composé lui tout seul, par exemple un nouveau morceau pour Mon Mothma, etc. Donc c'était génial de l'avoir. Et franchement, quelle musique. Déjà le générique d'Andor est tellement puissant. Effectivement, il y aura eu 24 épisodes, on l'aura eu de 24 manières différentes. Hormis peut-être le 1 et le 24e. J'ai aimé qu'il clôture le 12e épisode là, de la saison 2 par le thème de base, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le classique. Et j'ai bien aimé qu'il clôture par ça, parce que j'étais un peu frustré à chaque fois, parce que je trouve que le plus beau c'est celui-ci. Je suis d'accord. Ouais. Mais ça allait avec l'intensité, avec le déroulé des événements. À chaque fois, c'était bien pensé. À l'oreille, le générique évoluait. Tu sentais de la crispation dans le générique parce que ça allait t'amener sur des moments durs avec l'Empire, etc. Donc c'était très bien pensé. J'ai adoré la musique de manière générale, mais avec un générique très 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 puissant. Et encore une fois, je veux pas comparer, mais c'est là où je ne comprends pas des séries comme Obi-Wan, comme The Acolyte, de ne pas se dire, ok,
la musique va peut-être pas être l'élément central de la série, ce qui déjà est dommage. Mais au moins mettre un générique qui est marquant, quelque chose, un thème de base qui Obi-Wan, il y a un thème de base. C'est dans la série que ça va pas. C'est dans la série que ça va pas. Le thème, il est composé par John Williams. Il y a un thème Obi-Wan. Johnny, il n'était pas au niveau. Là. Alors là, je m'inscris totalement en faux. Je plaisante, mais la musique d'Andor est 1000 fois au-dessus que la musique d'Obi-Wan. Alors là, tu pourras me dire ce que tu veux. Non, mais sur le thème principal d'Andor est 1000 fois au-dessus du thème principal d'Obi-Wan. Je te trompe. 1000 fois. Bon, on vous laissera c'est pas parce que c'est John Williams, vous voyez, comme quoi je fais pas que du fan service. Non. John Williams, on peut tout lui remercier. Non, mais sans parler de John Williams ou pas John Williams, je trouve que la musique est très bonne. Mais par contre, sur toute la série, la musique, vraiment la bande originale de la série, Obi-Wan, oui, clairement, il y a quelque chose, c'est vide. C'est vide. Et The Acolyte, absent. Bon, on n'en parle même pas. The Acolyte, c'est vraiment catastrophique là-dessus. Je suis d'accord avec toi. C'est que ce soit le générique ou ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même le plus important. On retrouve des compositions plus classiques qui font plus Star Wars que Mandalorian. C'était très original pour le coup. Donc la direction artistique, de l'image au son, c'est imperfect. Ton arc préféré, j'ai envie de dire, ça aurait été lequel du coup sur ces 4 arcs? J'ai envie d'être un petit peu original, mais pour être honnête. Pour moi, le 3e arc est extraordinaire parce que les épisodes 8 et 9 sont vraiment légendaires par leur intensité, par leur action, par les émotions qui... Alors, vraiment le côté émotif pour l'épisode 8, parce que ce qui se passe sur Gorman, c'est vraiment très, très fort, très puissant. Et l'épisode 9, avec le discours de Mon Mothma absolument légendaire. Je pensais pas qu'on pouvait faire un discours aussi puissant, voire plus puissant que celui de Marva en saison 1. On pourrait essayer de les classer. Il y a débat. Moi, je crois quand même bizarrement que j'ai... Celui de Marva qui t'a plus... Ouais. Mais vas-y. Non, mais c'était très très fort et j'ai adoré le côté infiltration. Pareil, j'ai pas épisode 8, j'avais pas respiré. Épisode 9, j'ai pas beaucoup respiré non plus. Pour rester très sommaire, moi je dirais le 3e arc parce pour moi c'est le plus qualitatif. Le final, bien sûr, t'apporte énormément d'émotions, mais les épisodes 8 et 9, tu sens que c'est quand même le cœur et les événements les plus cruciaux, ils se passent dans 8 et 9. Donc je suis assez d'accord avec toi. Dites-nous en commentaire pour le coup l'arc que vous avez préféré ou l'épisode que vous avez préféré et surtout pourquoi. Et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est ça qui nous intéresse le plus. Bien sûr. Bien entendu. Si tu devais nous résumer ton avis sur Andor, ça y est... La série est finie. Dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé? Vu la timeline, la chronologie, ça aurait pu être extrêmement casse-gueule parce que ça se passe avant l'épisode 4, ça se passe même avant Rogue One. Déjà, ils avaient pris des risques sur Rogue One, qui était un projet qui se passait avant le 4. Fallait quand même pas se foirer parce que si tu faisais le lien avec la trilogie et que... Bien sûr. Le lien avec l'étoile de la mort, si c'était pas très bien raconté, pas très passionnant, ça aurait un peu fait tâche. Et là, ils reprennent un risque, ils se disent, allez, on tente un truc, on va essayer de faire une très bonne série qui se passe juste avant Rogue One avec le personnage qui est pas forcément, encore une fois, le plus captivant, entre guillemets, de Rogue One, en tout cas pas le personnage principal. Et donc je trouve que c'était quand même une série casse-gueule. À la base, le projet était assez casse-gueule. Et Paris du coup... Paris plus que réussi. Moi je vous dis sincèrement le fond de ma pensée, même si c'est dur de comparer certains projets, je pense que c'est la meilleure série Star Wars, même devant The Mandalorian pour moi, de tout projet confondu depuis le rachat de Disney, pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées là pendant cette vidéo. Mais voilà, un casting excellent, un scénario passionnant, une richesse artistique, d'écriture, de dialogue. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est presque imperfect. Je vois pas vraiment ce qu'ils ont raté durant ces 24 épisodes. Il y a eu très très peu de choses un peu moins intéressantes. Là encore une fois, on a parlé peut-être de l'arc de Yavin au tout début de la saison 2. Il était peut-être un tout petit peu trop long. Mais après le vraiment, rythme peut-être que beaucoup quand même certains ont jugé assez lent quoi. Moi personnellement ça m'a pas dérangé. C'est peut-être un peu subjectif. Moi ça m'a pas du tout dérangé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le ton plus adulte, c'est sûr, qui fait du bien aussi. Ah mais du coup t'as du mal à comparer avec les autres projets Star Wars parce que forcément la cible n'est pas la même. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu les deux opposés sur les deux dernières séries, entre Skeleton Crew et Andor. Et
quand c'est bien réalisé, quand c'est bien écrit, c'est génial. Et personnellement, j'ai adoré les deux. Moi, je pense que c'est un pari réussi. Le succès, il est critique. Le succès, il a l'air d'être commercial. J'ai envie de dire merci sincèrement au nom de Parlons Star Wars, de 50% de Parlons Star Wars. Merci Tony Gilroy. C'était vraiment trop bien. Et franchement, je suis déjà tellement nostalgique et je pense comme énormément d'entre nous. Donc, ça me fait mal, mais bon, c'était super, c'était tellement bien, et je me la remettrais. Autant il y a des séries Star Wars, je suis pas sûr vraiment de me les remettre. Autant Andorre, mais je vais tellement me la remettre, c'est sûr. Quand je regarderai Rogue One, je me dirais tiens, je vais me remettre Andorre et inversement. Donc, oui, c'est sûr. C'était fantastique. On pourrait débattre encore une fois très longuement. On a déjà énormément parlé. La vidéo est déjà extrêmement longue, les amis. Merci d'être toujours là. Pour ceux qui sont, pour les survivants, les 2-3, il en reste 2-3. Je pense que vous êtes 2-3 derrière votre écran encore. Merci beaucoup, les amis. Après, faut aller se coucher. Hein, là, on va rentrer, on n'en peut plus. Quand est-ce qu'ils vont fermer leur gueule? Et c'est bientôt, les amis. On finit peut-être avec une petite note, la fameuse échelle du Jar Jar. Je récapitule, j'avais mis 15 sur 20 sur le premier arc, 17 sur 20 sur le deuxième, 19 sur 20 sur le troisième. Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est de faire... Ça va être la même note pour la série globale et cet arc final. Je mettrai un 9 sur 10 sur l'histoire et l'écriture sur ce dernier arc, parce que je pense que on est resté dans la simplicité d'effectivement de ce ton, ce que j'avais dit, et on est fidèle à ce ton. Après, effectivement, on aurait pu imaginer quelque chose d'encore plus grandiose, et c'est peut-être le piège de cette série, de s'attendre à ce genre de choses. Mais bon, voilà, 9 sur 10, je trouve que c'est une très belle note déjà. Je mettrais 5 sur 5 pour la direction artistique, qui n'aura fait que des perfects, mais on sent que c'est un travail là, pour le coup, c'est pas par épisode ou par arc que tu raisonnes, mais c'est le travail a été pensé depuis le départ sur l'intégralité de la saison, voire même des 2 saisons. Donc là, on est sur un perfect et sur ce qui s'est fait de mieux haut la main sur Star Wars, même s'il y a eu d'autres très bons travails sur d'autres séries, mais là, c'est vraiment au-dessus, je trouve. Et sur les effets spéciaux, je mettrais 4 sur 5 parce que c'est très propre. Mais c'est pas la qualité première de cette série, et donc on peut pas mettre un perfect non plus. Tu fais pas le wow ultime quand voilà, il y a quelques éléments. Par exemple, j'avais noté l'hologramme de la tête de Cléia, etc. Oui. C'est des petits détails, mais c'est pas non plus. Il est fait en pâte à modeler. Ouais, non, mais c'était pas hyper bien fait, mais vraiment c'est histoire de pinailler, parce que les scènes de vaisseau, tout ça c'est génial, et puis tous les effets spéciaux en practical, parce que après il y a pas que de la CGI sur les effets spéciaux, et donc d'être le maximum en practical, moi c'est ce que je préfère, bien entendu, je pense qu'on est tous comme ça. Donc voilà, donc les amis, un très beau 18 sur 20 pour ce dernier acte. Et je pense que ça sera la note finale de Parlons Star Wars sur Andorre, saison 1 et 2, je pense qu'on peut saison 1 et 2, c'est validé. Donc 18 sur 20 pour cette série qui va être très très difficile à détrôner, on va pas se mentir. C'est clair. Donc les amis, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire, dites-nous véritablement ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de pouvoir en débattre avec vous. Elliot, tu te mêleras peut-être à la conversation aussi en commentaire, ça serait intéressant. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés au fur et à mesure des vidéos réactions, des vidéos avis sur Andorre. On a passé tous un très bon moment, je pense. Moi, en tout cas, je me suis éclaté à la faire, vraiment à faire toutes ces vidéos. C'était vraiment passionnant de vivre ça en communauté, de vous lire en commentaire. C'est vraiment ce que je cherchais et ce qu'on cherchait en créant la chaîne. Et puis bon, là maintenant je suis un petit peu tout seul maintenant sur la chaîne, monsieur se balade dans la galaxie, mais voilà, en tout cas merci encore les amis. Je voulais juste vous dire merci pour tous ceux qui se sont abonnés fraîchement, et merci encore plus à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui sont encore là. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ou si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qui sont déjà faites sur Andorre et sur les autres séries. Et s'il vous plaît, dernier petit coup de main les amis, si vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée, bien entendu, ça serait très gentil. Ça m'aide beaucoup à diffuser plus largement les vidéos. Je compte sur vous, voilà. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. Dorinex, ainsi ai-je parlé, ainsi avons-nous parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.